Bonjour à toutes et tous pour ce moment historique. Merci d'être présents pour le premier événement public pour le lancement du nouveau Front populaire. Nous allons maintenant vous présenter le résultat d'un énorme travail collectif qui a été réalisé ces derniers jours, ces dernières nuits, et qui fait que nous sommes au rendez-vous de l'histoire. Je vais donc, dès à présent, donner la parole aux responsables des premières formations politiques de ce rassemblement, puis à quelques figures des luttes sociales et écologiques qui sont à l'image de ce nouveau Front populaire. À l'issue, je tiens à préciser qu'à l'issue de ces différentes prises de parole, il y aura dans le jardin de la Maison de la Chimie une photo officielle de ce nouveau Front populaire. Je précise aussi aux journalistes qui sont présents que malheureusement il n'y aura pas de questions dans la salle pour un problème de timing, mais que bien entendu il sera possible d'avoir des micros tendus à l'issue de la photo que nous réaliserons dans la maison, dans le jardin de la Maison de la Chimie. Voilà, je vais donner maintenant la parole à Manuel Bompard pour la France insoumise. Merci, mesdames, messieurs, bienvenue. Je crois que nous partageons tous ici l'immense espoir que suscite notre démarche dans le pays et en même temps le haut niveau de responsabilité qui est le nôtre dans une situation politique extraordinaire, lourde de dangers, avec la menace de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite et de son projet raciste et antisocial. Cette situation nous oblige, et nous le mesurons, et c'est pourquoi ce nouveau Front populaire, ce n'est pas seulement le rassemblement de formations politiques, c'est un rassemblement nouveau, inédit, qui va bien au-delà, qui rassemble de nombreuses organisations politiques, mais aussi des associations, des collectifs, qui est soutenu par des personnalités syndicales, associatives, du monde de l'art et de la culture, des intellectuels, comme en atteste, je crois, un certain nombre de prises d'opposition qui se sont exprimées cette semaine. Vous le savez, nous avons signé hier soir un accord qui comprend des candidatures uniques sur l'ensemble des circonscriptions de l'Hexagone et des Français de l'étranger, ainsi qu'un contrat de législature que vous avez ici. Ce contrat comprend près de 150 mesures qui détaillent et qui séquencent dans les 15 jours, puis dans les 100 jours, puis dans la suite de la mandature, notre programme de rupture. Il s'agit en effet de proposer au pays une rupture totale avec la politique d'Emmanuel Macron pour répondre aux besoins immédiats du peuple et faire la bifurcation écologique aujourd'hui indispensable. Dès notre arrivée au pouvoir, nous déciderons de mesures de blocage des prix sur l'alimentation et sur l'énergie pour redonner immédiatement du pouvoir d'achat aux Français. Nous agirons également immédiatement pour rétablir une voie de paix pour la France sur la scène internationale, en soutenant l'Ukraine face à la guerre d'agression de Vladimir Poutine et en se donnant les moyens d'obtenir un cessez-le-feu immédiat face au massacre en cours à Gaza. Voici, pouvoir d'achat, paix, deux premières priorités parmi ces 150 mesures que nous allons défendre dans cette campagne électorale, unis, rassemblés et soutenus par une grande dynamique populaire qui est déjà à l'œuvre partout en France et qui s'exprimera notamment ce samedi dans les manifestations à l'appel de l'intersyndicale et de la jeunesse. Mesdames, messieurs, citoyennes, citoyens, nous pouvons tout changer si le peuple français le décide. C'est pourquoi nous invitons les militantes et les militants de nos organisations, de toutes les organisations, mais plus largement toutes celles et tous ceux qui partagent ces objectifs, à rentrer en campagne pour écrire les 30 juin et 7 juillet prochains une nouvelle étape de l'histoire de France. Je vous remercie. Bien, je donne la parole à présent à Marine Tondelier pour les écologistes.
sommes prêts. Nous sommes prêts, je le dis avec une émotion particulière que je ressens aussi en croisant les regards de chacun d'entre vous dans cette salle, que vous soyez des amis, des militants, des politiques, des journalistes. Vous le savez, nous sommes prêts. Nous allons faire quelque chose d'inédit. Nous allons faire quelque chose de grand pour notre pays. Nous sommes et nous serons à la hauteur de la crise politique, sociale, environnementale, institutionnelle, inédite que nous vivons depuis plusieurs années, mais qui a pris une tournure particulière, vous le savez, cette semaine. Nous allons faire campagne avec la même détermination que celle qui nous a animés pendant les 4 derniers jours. Nous avons 4 jours de discussion, nous avons décidé de travailler ensemble, nous avons décidé d'un programme de rupture, nous avons décidé des meilleures candidatures possibles sur toutes les circonscriptions de ce pays, des meilleures candidatures pour gagner un maximum d'élus pour gouverner. Oui, nous allons faire campagne avec une grande détermination et nous allons gagner. Nous allons faire campagne avec une grande détermination et nous allons gouverner. Et nous allons gouverner pour changer la vie vraiment. L'extrême droite est aux portes du pouvoir. Macron porte, en tant que président, une lourde responsabilité là-dedans. Et nous allons prendre les nôtres. Je suis originaire d'Hénin-Beaumont, où je vis depuis 37 ans, où je suis élue. Et ça fait 10 ans que je suis élue et que je vis dans une ville qui est gérée par le Rassemblement national. Je connais comme vous leurs idées, je connais comme vous leurs valeurs, je connais comme vous leurs méthodes et tout ce qui nous en sépare. Je les connais sûrement d'un peu trop près. Et j'ai appris beaucoup de choses là-bas, mais je vais vous donner 3 conseils. Jamais baisser les yeux, jamais baisser la tête, et surtout, ne jamais baisser les bras. C'est pour ça qu'on l'a fait. C'est pour ça que depuis 4 jours, on n'a pas beaucoup dormi, ce qui explique sans doute nos têtes, très réjouis mais très fatigués. Et les choses sont très simples. Emmanuel Macron n'aura pas de majorité. Vous le savez, nous le savons, tout le monde le sait. Il a fait un pari qu'il a déjà perdu puisqu'il ne gouvernera pas avec la droite qui a choisi la collaboration avec l'extrême droite. Et donc aujourd'hui, c'est soit eux, l'extrême droite, soit nous. Soit nous. Et ça doit être nous. Et ça va être nous. Ça va être nous parce que je le sais depuis 4 jours. Je vois ce qui se passe. Je vois qu'on est en train d'y arriver. Et je le dis en tant que patronne des écologistes, dans mon mouvement, mais c'est sûrement aussi vrai dans les vôtres. Les militants sont extrêmement fiers de ce que nous sommes en train de faire. Ils nous le réclamaient, ils avaient envie d'y croire. Maintenant, ils savent que c'est vrai et ils attendent d'écrire la suite. C'est émouvant parce qu'on est en train d'écrire l'histoire, qu'on est en train de donner le meilleur de ce que nous sommes, individuellement et ensemble, collectivement. Alors, on nous a demandé de choisir 2 mesures. Je voulais vous parler d'une mesure qui va toucher tout le monde parce qu'on s'est beaucoup battu contre. C'est l'abrogation de la réforme des retraites que nous ferons dans les 15 jours après notre victoire le 7 juillet prochain. J'en appelle à toutes celles et ceux qui n'étaient pas d'accord avec cette réforme, qui ont marché avec nous, qui ont signé des pétitions avec nous, qui ont regardé nos députés se battre à l'Assemblée nationale pour faire échec à cette réforme, et on vous l'avait promis, on vous avait promis qu'on n'abandonnerait jamais. Et ben nous y sommes. Ils pensaient avoir remporté la partie, mais on ne gagne jamais définitivement en politique, et donc nous arriverons et nous abrogerons cette réforme des retraites injuste. Mais on ne va pas se contenter de revenir sur toutes les réformes injustes d'Emmanuel Macron, même si ça va nous prendre du temps, il y en a beaucoup. C'est pas assez ambitieux. Nous, on a une vraie ambition. On veut changer la vie vraiment, avec des mesures qui soient concrètes pour les gens, auxquelles ils pensent pendant leurs vacances en disant vivement la rentrée et vivement que ça commence. Alors, il y a une mesure qui est beaucoup revenue dans les discussions, c'était l'idée d'une vraie gratuité de l'école. Parce que il y a sûrement dans cette salle beaucoup de parents, de grands-parents, des gens qui ont des neveux, des nièces et qui savent que les enfants sont notre avenir, sont ce que nous avons de plus précieux dans cette société. Et on leur doit cette école gratuite. L'école gratuite, vraiment gratuite, c'est les cantines, c'est le périscolaire, c'est les transports, c'est les fournitures. Et on vous promet là-dessus de premiers pas dès la rentrée de septembre 2024 pour nos enfants. C'est une mesure symbolique, mais c'est une mesure très concrète et qui fera aussi du bien à tous les porte-monnaies. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons rallumé la flamme, pas celle du Rassemblement national, bien sûr. Celle-là, on va l'éteindre.
On a rallumé la flamme de l'espoir, auquel le peuple de gauche et le peuple écologiste aussi avaient le droit. On a rallumé cette flamme et maintenant il faut la faire vivre. Alors on sera là, on continue, on va faire force, on va faire face, on va faire front populaire. Et le Front populaire, c'est pas que 4 partis politiques, c'est beaucoup de partis qui sont dans cette salle. C'est des associations, ce sera, je l'espère, des syndicats, la société civile, et puis vous toutes et tous. Ça doit nous dépasser, ça doit vivre bien au-delà de nous, et c'est ce qui nous fera vivre plus longtemps, mieux et avec vous. Merci à tous. Bien, maintenant je vais donner la parole à Olivier Faure pour le Parti socialiste. Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis ici parmi vous, comme toutes celles et ceux qui ont ensemble fondé ce nouveau Front populaire. Le président de la République, après une défaite aux élections européennes, a fait le choix d'un coup de poker. À un moment où l'extrême droite est à son plus haut niveau, prenant en cela le risque de voir pour la première fois depuis Vichy l'extrême droite conquérir le pouvoir. Depuis quelques jours, nous rencontrons dans les rues de France des femmes, des hommes qui ont peur, qui craignent pour leur liberté, pour leur sécurité. Alors je ne dis pas qu'ils vont créer des camps de concentration, non, mais par contre, ils voient ce qu'il se passe partout en Europe, de la Hongrie d'Orban jusqu'à l'Italie de Meloni. Ils voient les mesures qui sont prises, ils voient le RSA supprimé, ils voient les ligues qui manifestent à nouveau dans les rues, bras tendus, ils voient que toutes les minorités sont stigmatisées. Ils voient le monde de la culture abandonné. Tout cela, ils le voient, tout cela, ils le sentent. Et de tout cela, ils nous demandent de les protéger. Aujourd'hui, les seuls à être en mesure de pouvoir les protéger, c'est la gauche. La gauche et les écologistes. Parce que la droite s'est effondrée. Les uns partant dans la collaboration avec Marine Le Pen, les autres, tout simplement, étant la cause de l'exaspération et de la montée de l'extrême droite, ne peuvent pas en être le remède. Alors il reste nous. Quand je dis nous, de qui s'agit-il? Il s'agit bien sûr de celles et ceux qui ont négocié toute cette semaine ce projet de nouveau Front populaire. Mais ça ne suffira pas. Il faut mettre en mouvement toute la société. Et ça veut dire faire ce que le président de la République s'est refusé à faire depuis 7 ans. Faire en sorte de ne plus jamais mépriser le dialogue social. Ne plus jamais mépriser les corps intermédiaires. Au contraire, faire avec eux. Faire en sorte que demain, après avoir connu des gouvernements qui étaient des gouvernements soit de pure politique, soit de purs technocrates, eh bien, de faire en sorte que demain, la société civile organisée puisse à son tour faire son entrée au gouvernement avec nous. Faire en sorte que le mouvement que nous fassions naître soit aussi une autre façon de concevoir la vie politique, de donner à nouveau la parole, répondre à tous ces mouvements qui ont égrené nos dernières années, des gilets jaunes à ceux qui se sont levés contre la réforme des retraites. À tout cela, nous disons, avec nous, vous serez entendus et nous construirons ensemble la France à laquelle nous aspirons. Puisque nous devons choisir 2 mesures, j'en prends 2. La première, c'est tout simplement de dire que le gouvernement, alors même qu'il lui a été signifié que la violence sociale dont il est l'auteur ne pouvait pas continuer, a fait le choix de dire que le 1er juillet, alors même que ce gouvernement a mis sa légitimité en jeu, ils veulent réformer à nouveau l'assurance chômage, à nouveau parce que ce sera la 3e fois. Eh bien, l'une des premières mesures que nous prendrons, c'est d'annuler cette nouvelle réforme de l'assurance chômage qui va jeter à la misère des milliers de jeunes et aussi d'aînés, qui seront, si cette réforme devait perdurer, les premières victimes du système. La deuxième mesure que je veux évoquer, c'est une mesure de justice fiscale, justice. Parce que justice, c'est le mot qui nous lie toutes et tous ici. Justice. Et donc, nous ferons en sorte de financer tout ce projet très ambitieux en le prenant dans la poche de ceux qui ont les moyens de le donner. Le président de la République avait il y a quelque temps appelé à un réarmement civique. Nous appelons nous aussi à un réarmement civique. D'appeler toutes celles et ceux qui peuvent contribuer, toutes celles et ceux qui ont toujours profité de toutes les crises à venir au secours de leur pays,
venir au secours des services publics, venir au secours de la transition écologique, venir au secours de celles et ceux qui ont moins. Voilà ce que nous exigeons d'eux. Voilà ce que nous leur demanderons en taxant les superprofits, en faisant en sorte que l'ISF soit rétabli, en faisant en sorte que la flat tax soit abolie et l'exit tax rétablie. Voilà, mesdames et messieurs, je vous le dis au nom des socialistes, nous sommes extrêmement fiers d'être avec toute la gauche et les écologistes. Nous avons entendu souvent dire que nous étions irréconciliables. Nous sommes en train de vous faire la démonstration que quand l'essentiel est en jeu, nous sommes là, toujours là. Merci. Bien, je donne maintenant la parole à Fabien Roussel pour le Parti communiste. Oui, c'est un jour historique. Et c'est un serment que nous faisons devant tous les Français. C'est un pacte que nous voulons passer avec vous toutes, avec vous tous, parce que nous savons qu'aujourd'hui, c'est le pays tout entier qui nous regarde. Ici, dans l'Hexagone, comme dans les Outre-mer. Nos concitoyens, nos concitoyennes attendent de nous que nous soyons à la hauteur du moment que nous vivons. Alors aujourd'hui, ici, nous faisons, je fais, le serment de rester unis pour changer la vie, pour répondre à cette immense attente de changement qu'expriment nos concitoyens, pour plus de justice, pour plus de respect, pour plus de fraternité humaine. Et je salue l'esprit de responsabilité de chacun d'entre nous ici, de chaque organisation politique, de Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq, à Marine Tondelier, en passant par les communistes et les insoumis. Au-delà du programme, nous avons tous fait des pas pour converger l'un vers l'autre. Et nous avons réussi à proposer un véritable projet pour la France. Un projet pour vous protéger d'abord. Un projet pour permettre demain de refaire société, de vivre ensemble dans les campagnes, dans la ruralité, comme dans les grandes villes. Les premières mesures que nous voulons mettre en œuvre sont des mesures en faveur du pouvoir d'achat. C'est le pacte pour le pouvoir d'achat sur lequel nous nous sommes forcément rapidement mis d'accord, car là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Nous porterons le SMIC à 1 600 € net, 2 000 € brut, et le brut est important parce que les cotisations compteront pour financer la protection sociale de notre pays. Nous indexerons les salaires sur l'inflation qui est demandée par l'ensemble des salariés du privé comme du public. Nous augmenterons de 10 points le point d'indice, de 10% le point d'indice des agents de la fonction publique. Nous augmenterons le minimum contributif pour les retraités ainsi que le minimum vieillesse pour réparer cette injustice que subissent nos retraités dans notre pays. Et nous mettrons en place un décret de blocage des prix de première nécessité. Nous annulerons les augmentations du prix de l'énergie, du gaz et de l'électricité. Ce pacte pour la France est aussi un pacte pour une république laïque et sociale. Tout a été fait ces dernières années pour diviser nos concitoyens, pour les opposer entre eux. Nous voulons la concorde. Nous voulons une république sociale et laïque. Nous voulons une république où l'État joue tout son rôle de garant de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Pas d'égalité sans justice, pas de justice sans égalité. Oui, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme seront au cœur de notre projet. L'antisémitisme qui progresse dangereusement dans notre pays où il a une histoire particulière. Nous ne sommes pas condamnés à avoir peur des lendemains. Peur pour nos enfants, peur pour nos anciens, peur pour nos emplois, peur pour notre santé. Avec le Front populaire, nous voulons remplacer la peur par l'espoir et la sidération par l'action. Il faut pour cela du courage, l'énergie de nos volontés et la force d'une ligne politique claire, protectrice, émancipatrice, celle que nous portons
tous ensemble, et elle est en rupture avec la politique d'Emmanuel Macron qui nous a fait tant de mal. C'est cela le nouveau Front populaire. Nous avons besoin de vous, de votre force, aujourd'hui, demain, après-demain. Il n'y aura pas de grande transformation sociale et politique sans la mobilisation du peuple tout entier, sans la mobilisation de chacun de vous, sans la mobilisation des organisations syndicales, des forces associatives, de chacun. Le 30 juin, puis le 7 juillet, chaque voix va compter pour faire la différence, pour faire gagner la France, pour faire gagner la République, pour faire gagner le progrès social, la justice sociale, la paix et la fraternité humaine. Je vous remercie et nous comptons sur vous. Bien, il reste 3 prises de parole. Je donne maintenant la parole à Aurore Laluc pour Place Publique. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le privilège un peu de passer après vous. On l'a fait parce qu'il le fallait. Je suis une économiste qui a toujours lutté contre le fait de dire qu'il n'y avait pas d'alternative, mais il n'y a pas d'alternative. La seule alternative qu'il y ait, lors du prochain vote, j'allais dire le 9 juin, je suis déformée par la campagne des européennes, c'est nous. Il n'y a pas d'autre alternative pour faire face au Rassemblement national. Et je tiens ici à remercier tous les négociateurs parce que, on va pas se mentir, on part de lignes qui peuvent être éloignées. Et je pense particulièrement aussi à Boris Vallaud, qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, qui a été un des architectes de ce programme, Johanna Roland, les négociateurs aussi du Parti communiste, je pense à Yannick Jadot. On a tous travaillé ensemble pour avoir des lignes extrêmement claires. Qu'est-ce que j'ai dit? Les communistes comme Yannick Jadot. J'ai dit les communistes comme Yannick Jadot? Non, j'ai dit les communistes et Yannick Jadot. Mais vous voyez, c'est déjà le Front populaire. J'ai fusionné les gens. C'est vrai, j'ai dit ça? C'est la carte verte, pas bien. Nous, on est venus avec des lignes très claires, qui était la question de l'Ukraine, qui était la question de la caractérisation des massacres terroristes du Hamas, qui était des lignes claires aussi sur la question qui a été soulevée par Fabien, sur la question de l'antisémitisme. Et on a tous fait, je trouve, des pas incroyables en un temps absolument record. Donc, d'habitude, je parle tout le temps de fiscalité. J'avais absolument pas préparé mon speech, mais ça tombe bien parce qu'il me reste peu de temps. Olivier Faure m'a piqué la partie sur la fiscalité, mais en tout cas, je crois qu'on peut. C'est typique socialiste. Typique des socialistes. Mais je crois qu'on peut être fier du travail accompli. Ça a été des journées très très longues, mais je pense que ça a été aussi des journées extrêmement instructives. Et moi, je me rappellerai de certaines conversations, notamment avec Manu Bompard, par exemple, pas plus tard qu'hier soir. Et donc, il n'y a pas d'alternative face au Rassemblement national. C'est nous et c'est nous. Merci. Je vous prie d'excuser Marine Tondelier qui a dû partir pour une obligation. Il reste 2 prises de parole et je voudrais insister sur ces 2 dernières prises de parole. Le nouveau Front populaire, c'est pas seulement les forces politiques qui sont ici, c'est pour nous aussi toutes celles et tous ceux qui luttent, qui résistent. Nous sommes un certain nombre d'ailleurs, y compris dans ces forces politiques, à venir des mouvements sociaux et de ces luttes. C'est mon cas. C'est le cas de beaucoup ici. Et donc le nouveau Front populaire, ce sont aussi des associations, des syndicats, des gens qui luttent dans les mouvements sociaux, dans les quartiers populaires ou encore dans la culture. Pour nous, c'est extrêmement important que ce nouveau Front populaire soit aussi large que cela. D'ailleurs, beaucoup de ces figures des luttes, beaucoup de gens qui luttent d'ailleurs, ont annoncé aussi des associations, des syndicats qu'ils soutiendraient, qu'ils s'impliqueraient même dans cette campagne du nouveau Front populaire. Je suis donc d'abord heureuse d'accueillir pour une prise de parole Abdel Aïtou Asgour, qui est un ouvrier de l'usine automobile de MA France en Seine-Saint-Denis, usine qui vient de fermer, usine qui vient d'être fermée par Stellantis il y a quelques jours. Merci Abdel. Bonjour à tous. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui devant vous et je tiens à remercier le Front populaire pour cette tribune qui m'est offerte.
J'avais préparé un discours pour vous raconter le combat d'AEMA France, dernière usine automobile du 93, en grève depuis le 16 avril, liquidée en quelques jours. Énième entreprise sacrifiée sur l'autel du capitalisme le plus dur, qui broie les emplois comme les vies. J'allais vous parler du funeste sort qui attend les 400 salariés licenciés avec seulement le minimum légal. Énième victime d'un système qui précarise, qui fragilise, qui paupérise. Mais j'ai bien conscience qu'ici et maintenant, les enjeux seront bien supérieurs. Aujourd'hui, on écrit l'histoire. Le soir de la dissolution, comme beaucoup, j'ai frémi. Frémi à l'idée de voir le pays confié aux mains de l'extrême droite. Mais très vite, vous avez compris. Compris l'importance du moment. Vous avez fait le Front populaire. En tant que représentant de l'industrie, du monde ouvrier en général, merci. Vous avez tout notre soutien. Mais pas seulement. Nous voulons continuer avec vous. Nous voulons rester à vos côtés, être la vigie bienveillante, le conseiller avisé, le témoin, le garant de l'unité retrouvée. Nous comptons sur vous. Mais attention, soyez à la hauteur des enjeux. La tâche est immense, le pays est meurtri. Vous avez tant à faire. Rétablir la justice sociale, faire entendre la voix des travailleurs, mettre fin à la répression syndicale, mettre fin aux lois qui limitent les droits des travailleurs, réduire les inégalités, refaire de la France ce pays célèbre pour ses valeurs d'humanisme, d'universalité, de fraternité, de liberté. Alors comptez sur nous comme nous comptons sur vous. Merci. Abdel Haïd Ouazgour est ouvrier CGT de AEMA France. Et maintenant, je voudrais donner la parole aussi à une des figures des luttes écologistes. Je donne la parole maintenant à Jean-François Juliard, qui est le directeur de Greenpeace. Bonjour tout le monde. Un peu de contexte sur ma présence ici. La France fait partie des pays qui se réchauffent 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. On le voit bien saison après saison, des épisodes de canicule et d'inondations meurtrières qui se succèdent. Les scientifiques sont unanimes sur la question. On ne va pas assez vite, ni en France ni ailleurs, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les objectifs ne sont pas assez ambitieux, les plans d'action ne le sont pas non plus. Pour nous, Jordan Bardella, Premier ministre, c'est le scénario du pire. C'est la promesse d'une catastrophe pour la protection du climat, pour la protection de la biodiversité. C'est la promesse annoncée d'un réchauffement accéléré, de forêts qui dépérissent, d'océans qui s'appauvrissent. Le Rassemblement national, je le rappelle, estime que le GIEC exagère dans ses recommandations et dans ses préconisations. Il flirte clairement avec le climato-scepticisme. À Bruxelles comme ailleurs, il vote à rebours de toutes les mesures qui sont bonnes pour faire avancer la transformation écologique de nos sociétés. Surtout, développement des digitalisation de notre alimentation, diminution d'usage des pesticides, aide aux ménages les plus modestes sur l'accessibilité à des véhicules électriques. Le Rassemblement national est au rebours de l'histoire et de la transformation dont on a besoin. C'est aussi, au-delà des mesures que le Rassemblement national porte, à travers ses valeurs, à travers ce qu'il porte dans sa vision du monde, c'est une menace pour toutes les associations comme d'autres qui agissent dans un rôle de lanceur d'alerte, de contre-pouvoir. C'est notre liberté de parole, notre liberté d'action qui serait menacée. Les militantes et les militants qui s'engagent pour l'écologie, mais aussi pour d'autres causes, seraient inévitablement fortement réprimés. La société civile serait bâillonnée en cas d'accession de l'extrême droite au pouvoir. Et en cas d'accession de l'extrême droite au pouvoir. Par ailleurs, nous pratiquons aussi Emmanuel Macron depuis 7 ans déjà. Nous l'avons même fait condamner à 2 reprises dans les tribunaux pour son manque d'action climatique. Nous savons que son gouvernement ne serait pas à la hauteur des enjeux. Et on vient de le voir encore une fois avec une série de mesures qui visent à détricoter les acquis environnementaux récents. Donc c'est vrai, quand on a regardé le programme du Front populaire, on s'est dit qu'il y avait une série de mesures ambitieuses, je ne vais pas les lister là parce qu'elles sont trop nombreuses et c'est pas mon rôle, une série de mesures ambitieuses à même de répondre aux défis des transformations de notre société, sans laisser personne au bord de la route, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Moi, je suis pas le responsable d'un parti politique. Je travaille dans une association qui lutte pour changer les politiques et changer les politiques publiques. Et ma présence ici, c'est bien sûr un soutien, mais ce n'est pas un chèque en blanc non plus. C'est-à-dire que je pense que beaucoup d'associations partagent ce point de vue aujourd'hui. On sera là aussi
quand vous aurez été élu, parce que vous allez être élu, quand vous allez être élu, on sera là aussi pour exiger des comptes vis-à-vis de vous, pour s'assurer que toutes les annonces qui sont aujourd'hui dans votre programme, elles seront réellement mises en œuvre. Ça va être ça notre rôle aussi dans cette dynamique-là. C'est essentiel, et je pense que beaucoup d'organisations qui auraient pu ou qui auraient aimé être là à mes côtés aujourd'hui pensent la même chose. Ensemble, on doit construire un avenir durable, désirable, équitable pour toutes et tous, à l'opposé d'un monde qui prône un repli sur soi et une division. Greenpeace et beaucoup d'autres acteurs du mouvement climat, on a publié une tribune hier, il y avait beaucoup d'associations du mouvement climat, beaucoup d'associations de protection de la biodiversité qui l'ont signé aussi. On prendra notre part dans les mobilisations des semaines à venir pour soutenir ces dynamiques et pour lutter et pour empêcher l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Merci. Bien. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette conférence. Pour vous dire aussi qu'il y a d'autres soutiens des mouvements sociaux qui sont dans la salle. Je pense à des représentants de l'Union étudiante. J'ai vu aussi Amal Bentoussi qui vient d'arriver. Nous allons partir pour cette photo. En tout cas, nous sommes maintenant toutes et tous en campagne pour gagner le 30 juin et le 7 juillet. Vous avez, Erwan Lecoeur, notamment souligné la présence de certaines ONG. Oui, la nouveauté. D'abord, il y a beaucoup de choses et je pense qu'on va passer du temps dans les jours qui viennent à commenter toutes les propositions qui sont beaucoup plus précises que ce qu'on avait vu tout à l'heure quand même. Hein. On est que ce soit et le financement, on va parler et le financement et tout un tas de choses. Mais je tiens à noter que non seulement on a une espèce d'équilibre incroyable au niveau des forces politiques, des partis politiques, même Place Publique, qui est quand même normalement affilié au PS, d'une part, avec pas forcément d'ailleurs tous des dirigeants, mais on a quand même un candidat à la présidentielle, Yannick Jadot, on a des gens à peu près équilibrés, un communiste, plusieurs écologistes, plusieurs LFI, plusieurs socialistes, etc. Et puis il y a cet ouvrier du mouvement social. Et là, on est dans le Front populaire. Là, l'imaginaire, c'est celui du Front populaire. Rappelez-vous, le Front populaire, au départ, n'avait pas les congés payés dans son programme. C'est quand ils sont arrivés au pouvoir que les ouvriers ont fait grève pour demander les congés payés. Et là, cet ouvrier... Le message, c'est quoi? C'est ce mouvement, ce nouveau Front populaire, c'est le parti de la France des Français? C'est le parti des ouvriers, c'est le parti des écologistes. Greenpeace est présent et tout un tas d'autres mouvements et associations écologistes sont en train de s'engager derrière ce nouveau Front populaire. C'est ça la nouveauté. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas affaire à un cartel de partis, on a affaire à quelque chose de beaucoup plus large. Et sur la scène, on aurait pu aussi avoir toutes les ONG qui travaillent depuis des jours et des jours là derrière pour travailler à comment faire une campagne, comment faire en sorte que l'éthique soit respectée en politique. En réalité, là, nous n'avons que un premier état des lieux avec déjà une ouverture sur la société civile qui va être très présente à mon avis. Tiens, un coup d'œil juste rapidement sur cette photo de famille que l'on découvre donc devant la maison de la chimie avec certaines personnalités qui n'étaient pas là tout à l'heure. Oui, on peut voir Pierre Jouvet du Parti socialiste. Voilà, on voit Manuel Bompard qui arrive. Hein. C'est d'autres. Voilà, ils arrivent là. Les chefs de parti qui avaient pris la parole arrivent maintenant sur la photo de famille. On voit Mathilde Panot aussi qui arrive. Voilà. Olivier Faure. Yannick Jadot, Johanna Roland, la maire PS de. Donc là aussi, le positionnement est important. Donc vous avez. Ah, il n'y a pas de place, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, visiblement. Bon, c'est bon. Apparemment, ils sont trop nombreux pour la photo. Ils doivent jouer des coudes. Ouais. On voit Renan Dantec, qui est une des personnes qui négocie un sénateur qui négocie très régulièrement au niveau international pour les plans climat. Mais sénateur écologiste. Alors, je crois qu'il est plus écologiste. Mais il est proche des écologistes. Un des fondateurs. Avec des ONG, donc tout à l'heure, on a vu François Juliard. Il est à la tête d'ailleurs d'une ONG internationale sur les villes pour le climat. Avec un ouvrier CGT qui est venu expliquer sa situation. Avec plaisir. Voilà, le nouveau Front populaire.
Alors on reparle de ces annonces tout à l'heure. Donc la remarque de Bruno Millième, le député MoDem sur ce que rapporte l'impôt sur la fortune ISF, 4 milliards. Alors clairement ça va pas suffire à financer. C'est ce qu'il rapportait quand il avait été mis en œuvre. D'accord. À l'époque où il y avait beaucoup moins de milliardaires qu'aujourd'hui. D'accord. Et où Bernard Arnault avait 2 fois moins d'argent et où la plupart des milliardaires avaient 2 fois moins d'argent. Je rappelle que le CAC 40 a pris plus 40% l'année dernière. Donc nous sommes dans un pays où les inégalités se creusent à vitesse grand V. Et donc un nouvel impôt sur la fortune serait non seulement nécessaire, diraient à peu près tous les dirigeants des États-Unis des années 30, mais rapporterait beaucoup d'argent. On va écouter Emmanuel Bompard, donc à la maison de la chimie. Beaucoup de mesures d'urgence, comment on finance tout ça ? Vous allez le voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Il faut quand même dire que les conditions de préparation de ces élections sont particulièrement extraordinaires. Vous avez un président de la République qui a décidé dimanche soir de dissoudre l'Assemblée nationale et on avait quelques jours pour se mettre d'accord à la fois sur un programme et à la fois sur des circonscriptions. Et donc nous nous sommes mis d'accord sur un programme et puis maintenant nous allons continuer le travail et dans les prochains jours, avant la date de l'élection bien évidemment, nous détaillerons aussi des éléments de chiffrage de ce programme. Mais il faut prendre les choses étape par étape. Sur les circonscriptions, on a entendu certains du côté des écologistes demander un droit de regard sur les investitures que vous allez faire, notamment sur celle d'Adrien Quatennens. Écoutez, qu'est-ce que vous répondez ? D'abord, je réponds que je pense que tout le monde a mesuré aujourd'hui la dimension historique du moment que nous sommes en train de vivre et notamment la nécessité dans une situation politique qui est extrêmement préoccupante, avec lourde de danger, avec la menace de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Je pense que c'est de ça dont on est venu parler aujourd'hui. Pour le reste, comme je sais qu'il y aura ici ou là des tentatives de nous détourner de nos objectifs politiques et de proposer aux Français cette alternative, ce que je peux vous dire, c'est que bien évidemment, comme dans tout accord de circonscription, chaque formation politique choisira librement, c'est le cas des Insoumis, des écologistes, des communistes, qui sont les candidats qu'elle a envie d'investir sur les circonscriptions. Elle va ressembler à quoi cette campagne ? Un grand meeting tous ensemble comme on a vu à la NUPES ? Il n'y a pas beaucoup de temps pour convaincre ? Non, je crois que ça sera davantage une campagne qui viendra exprimer une très forte aspiration populaire qui existe dans le pays. Et comme effectivement c'est une campagne très courte, on va se concentrer sur la campagne et on participera à de grandes mobilisations comme il y en a une déjà prévue demain à l'appel de l'intersyndicale, à l'appel des mouvements de jeunesse. Donc on sera dans la rue avec les gens plutôt que dans des meetings. Elle est plus durable que la NUPES, cette alliance ? Je ne sais pas, ça c'est l'avenir qui le dira, vous savez. Mais je crois qu'il n'y aurait pas pu avoir aujourd'hui ce nouveau Front populaire s'il n'y avait pas eu la NUPES, tout simplement. Il n'y a pas un mot sur l'avenir des centrales nucléaires dans votre programme ? Alors il y a des éléments puisqu'il y a l'idée d'adopter dès notre arrivée au gouvernement une loi de programmation de l'énergie à l'Assemblée nationale dans le cadre de laquelle forcément ces questions des énergies renouvelables, la question de l'énergie nucléaire sera évoquée. Vous le savez, ce n'est pas une surprise. Il y a parmi les différentes formations politiques qui constituent notre coalition, des gens qui ont des positions différentes sur le sujet. Et quand on est démocrate comme nous, quand on croit à la parlementarisation de la vie politique, quand on est contre la présidentialisation de la vie politique, on considère que c'est l'Assemblée nationale qui doit trancher sur ce sujet. Est-ce que vous parlez des manifs de demain, le Front populaire veut élargir la riposte ? Élargir, oui, bien sûr, pour qu'elle soit toujours plus massive. Avec qui ? Je vous l'ai dit, les manifestations qui ont lieu demain sont des manifestations à l'origine de laquelle il y a d'abord un appel de l'intersyndicale, un appel des mouvements de jeunesse, et toutes les associations, les syndicats qui ont envie de se joindre à cette démarche sont les bienvenus. Je vous l'ai dit, c'est un moment historique. Un moment historique nécessite rassemblement historique, et notamment peut-être parfois de dépasser des divisions parfois artificielles qu'il a pu exister entre formations politiques, c'est vrai, mais aussi entre formations politiques, organisations syndicales et associations. Chacune de ces associations ou de ces organisations syndicales sont libres, bien évidemment, de leurs décisions, mais si certaines décident de se joindre à notre démarche du Front populaire, elles sont les bienvenues. Qui pourrait incarner le programme ? Mais un certain nombre de personnes, certaines étaient présentes aujourd'hui, d'autres n'étaient pas là, mais l'incarnent aussi, bien évidemment. Si votre question c'est qui à Matignon, je crois qu'on a déjà répondu à cette question, puisque nous nous sommes mis d'accord sur le fait que, à partir du moment où nous arriverions à prendre le pouvoir, à remporter les élections à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet, alors c'est le groupe parlementaire qui aura le plus grand nombre de députés qui fera une proposition pour la personne qui sera à Matignon, tout simplement. Nous allons continuer à faire tout ce que nous pouvons faire
pour le battre, tout simplement. C'est une alliance contre nature, dit aussi Emmanuel Macron. Quel message vous envoyez au président avec cette union de la gauche dont on disait qu'elle était irréconciliable il y a 10 jours? Mais le programme atteste du fait que ce n'est pas une alliance contre nature, parce que nous sommes en mesure de défendre ensemble 150 propositions, avec un certain nombre de propositions dans les premiers jours, et puis après d'autres propositions par la suite. Donc vous voyez, Monsieur Macron devrait cesser, de toute façon je crois que plus personne ne l'écoute, mais Monsieur Macron devrait venir maintenant dans le débat projet contre projet, dire, assumer son bilan, dire qu'est-ce que lui il propose de faire pour la suite, pour les années qui viennent, normalement, de la suite de son mandat, et qu'on puisse débattre de ces différentes propositions politiques. Cette manière en permanence d'aller essayer de stigmatiser ou de trouver des attaques qui sont des attaques politiciennes, je pense sincèrement que tout simplement c'est pas à la hauteur des difficultés que rencontre la France aujourd'hui, de la souffrance sociale, de l'imminence de l'urgence climatique sur laquelle on perd beaucoup de temps, du risque de guerre qui plane partout dans le monde. Ça, c'est les sujets majeurs. Donc les petits arguments politiciens comme celui qu'utilise le président de la République, je crois qu'ils ne sont pas à la hauteur de sa fonction, tout simplement. Est-ce que la ligne du programme est maintenant la ligne officielle, c'est-à-dire que ça va être compliqué pour chacun de défendre ses différences? Non, mais... Est-ce que maintenant c'est le programme que tout le monde doit appliquer? Non, écoutez, le programme, c'est le programme sur le contrat de législature sur lequel nous nous sommes mis d'accord. Ça ne nie pas et ça ne supprime pas les différences que nous pouvons avoir sur un certain nombre de sujets, mais nous nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de choses, et c'est ces choses-là que nous allons faire. Pour le reste, chacune et chacun continue à penser ce qu'il a envie de penser. Mais donc, si certains défendent des positions qui sont hors du programme, c'est pas fracturer la NUPES. Enfin, c'est pas fracturer par le Front populaire. Le nouveau. Tu veux répondre à des questions? Non, mais encore une fois, les mesures que nous allons défendre, c'est celles qui sont dans le programme, c'est celles qui nous engagent tous. Après, il y a des sujets qui ne sont pas dans le programme. Le nucléaire, les communistes peuvent toujours défendre le nucléaire. Mais ils peuvent tout à fait le défendre. Et dans notre programme, il est prévu qu'une fois arrivé à l'Assemblée nationale, nous débattions et nous votions une loi de programmation énergétique. Et dans le cadre du vote de cette loi de programmation énergétique, il y aura un débat à l'Assemblée nationale. Et dans ce débat à l'Assemblée nationale, les députés communistes, par exemple, puisque vous me posez la question sur les députés communistes, défendront leur position. Et puis nous, les députés... Mais pas sur tous les débats à l'Assemblée nationale, mais sur la question du nucléaire, manifestement, nous ne sommes pas d'accord. On va pas faire comme si nous l'étions. Donc à partir de ce moment-là, mais vous savez, ça n'arrive pas qu'à nous, ça arrive aussi aux autres. Voilà, hein, et beaucoup. Donc il y aura un débat à l'Assemblée nationale. Et puis dans ce débat, chacun défendra sa position. Et puis il faut croire aussi à l'Assemblée nationale. Vous savez, il faut sortir de ces réflexes que vous avez trop, de la présidentialisation de la vie politique, du président de la République, monarque suprême qui décide de tout seul. Pardon, ce n'est pas notre conception de l'exercice du pouvoir. Mais par exemple, sur la qualification du Hamas également, là aussi, chacun a le droit de défendre sa position? Mais monsieur, à part pour la polémique que vous voulez déclencher à cet instant en me posant cette question, quel est le vote que nous allons faire à l'Assemblée nationale sur la qualification du Hamas? Expliquez-moi. Il n'y en a pas, vous en êtes d'accord? Donc à partir de ce moment-là, puisque votre question concernait la France, en tant que Premier ministre, vous donnez aussi la position de la France. Notre position, elle est claire, elle est écrite dans ce texte, et je n'ai pas l'intention d'alimenter les petites polémiques que nos adversaires vont essayer de mettre en œuvre dans ce début de campagne, ce qui atteste, je crois, de leur inquiétude. Est-ce que vous vous sentez capable d'être Premier ministre? Mais il y a un certain nombre de personnes qui sont capables d'être Premier ministre, mais aujourd'hui, non mais attendez, je vous ai dit comme l'ensemble des responsables politiques, dès qu'ils ont été interrogés sur cette question, depuis le début de la semaine, que nous débattrions et que nous déciderions sur cette question à l'issue des élections législatives. Et que ça sera le groupe politique qui aura le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale qui fera une proposition. Donc je ne vais pas, moi, à mon tour, participer, de dire les uns les autres. Je pense qu'il y a un certain nombre de figures politiques qui peuvent exercer cette fonction, et la manière de décider, je vous l'ai expliqué, et donc la décision, vous l'aurez en temps et en heure. Il faut quand même comprendre quelque chose. Ça fait depuis seulement 4 jours que nous savons qu'il y a des élections législatives dans 3 semaines. Donc il est quand même normal qu'on prenne le temps, dans un premier temps,
de discuter du programme, c'est quand même le plus important pour les Français. Dans un deuxième temps, de discuter des différentes circonscriptions à attribuer aux uns et aux autres. Et puis dans un troisième temps, des autres questions qui vont venir sur cette campagne. Et on prend les questions les unes après les autres. Et vous inquiétez pas, nous sommes prêts pour gouverner ce pays. Est-ce que vous souhaitez que Jean-Luc Mélenchon soit candidat aux législatives à Marseille, par exemple? Mais ça vous en... Parce que c'est une rumeur qu'on entend. En fait, franchement, vous êtes venu vraiment dans un moment qui est un moment historique, juste pour poser des questions qui visent à essayer de venir, je sais pas, alimenter des petites campagnes de division entre les uns et les autres. Pardon, c'est pas mon état d'esprit. Jean-Luc Mélenchon est tout à fait capable d'être Premier ministre, il l'a exprimé. Jean-Luc Mélenchon est tout à fait capable d'être candidat aux élections législatives. C'est sa décision de l'être ou de ne pas l'être. Et quelle que soit la décision qui est la sienne, je serai d'accord avec. Concernant le programme, est-ce que vous avez dû faire des grosses concessions concernant le programme? Non, pas des concessions. On a avancé. On avait un certain nombre de points qui pour nous étaient indispensables. Et on considère, par exemple, il nous semblait indispensable d'affirmer dans ce programme, parce que ça a été une des grandes batailles des dernières années, le droit à la retraite à 60 ans. Et sur ce sujet, par exemple, on est très satisfait de voir que nous avons réussi à convaincre nos différents partenaires qu'il fallait effectivement s'engager dans cette voie. Nous étions très attachés à faire en sorte, parce que ce sont des mobilisations qui inquiètent et qui mobilisent beaucoup de gens ces derniers mois, que par exemple, il y avait la question de la lutte contre les grands projets autoroutiers, notamment l'autoroute A69. Voilà, nous sommes satisfaits de voir que dans ce programme, nous nous sommes mis d'accord sur l'idée que nous déciderions d'un moratoire sur ce type de projet, qu'il fallait défendre des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Bref, il y a toujours des sujets sur lesquels, forcément, c'est une discussion entre différentes organisations politiques. Il y a toujours des sujets sur lesquels on n'est pas forcément d'accord au début. Mais je veux quand même dire que dans la discussion, c'est aller très vite sur un certain nombre de sujets, et notamment sur les grandes priorités. Les grandes priorités, c'est la question du pouvoir d'achat, la question des salaires, la question de la paix. Ça, c'est des grandes questions, et sur ces grandes questions, je crois que nous sommes d'accord. Marine Le Pen dit ce matin qu'elle veut faire un audit des comptes publics avant, éventuellement, de mettre en place ces réformes. Vous savez, Marine Le Pen, ça veut dire quoi? Mais le problème, c'est que l'extrême droite, on ne change d'avis sur tout, tous les jours. J'ai appris en début de semaine qu'après avoir dit qu'ils allaient faire tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher la réforme des retraites d'Emmanuel Macron de rentrer en vigueur l'année dernière, on a appris cette semaine que M. Bardella indique que s'il devait par malheur être Premier ministre de ce pays, il n'abrogerait pas cette réforme des retraites. Il disait l'inverse il y a moins d'un an. Il y a quelques semaines, M. Bardella disait voter même avec ses collègues, ses collègues à l'Assemblée nationale, voter la loi du gouvernement sur le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. 2 jours après, il disait qu'il fallait pas faire ça. Donc le problème, si vous voulez, c'est que on évoquait tout à l'heure qui était capable d'être Premier ministre. S'il y a une chose qui est claire, c'est que Jordan Bardella, lui, n'en est pas capable. J'aimerais qu'on reparle de ces informations données par Manuel Bompard. Elles sont importantes. D'abord sur le financement du programme. Il y a pas de réponse pour l'instant. Donc on a été arrivé à un petit peu plus de 4 milliards avec l'ISF, peut-être 40% en plus. On va dire 6. Bon, il en manque. Non, il y aura beaucoup plus. L'idée même de faire une réforme. Non, mais est-ce que ça va suffire à financer le projet aujourd'hui présenté par je suis désolé, je ne suis pas porte-parole bien sûr. Nouveau Front Populaire. Je dis juste que ce qui est très très étonnant dans la façon dont les choses sont en train de se passer dans ce pays, c'est que personne ne pose la question à Jordan Bardella, personne ne pose la question à Monsieur Attal, alors qu'ils sont censés être l'un au pouvoir et l'autre en vue pour venir au pouvoir, et que là, d'une certaine façon, alors que c'est le programme le plus précis qui soit des trois. Écoutez, celui qui a appauvri la France depuis 7 ans, celui qui a appauvri les Français depuis 7 ans, et qui a enrichi les plus riches et appauvri les plus pauvres, c'est Emmanuel Macron. Donc je crois qu'il n'est pas tout à fait qualifié pour venir donner des leçons en la matière. Et ce que je peux ajouter, c'est que ce programme, il est financé, puisque les mesures de financement ont aussi été discutées. Nous avons rappelé tout à l'heure la taxation sur les super profits, parce que nous, on pense que la cohésion nationale, ça passe aussi par le fait que chacun contribue à proportion ses facultés respectives. Et puis, je vous le dis, dans les jours qui viennent, un certain nombre d'économistes se prononceront sur le projet, puisque travailler avec les acteurs de la société civile, c'est tous les acteurs culturels, les acteurs sociaux, mais aussi les acteurs économiques, et ils auront l'occasion de vous en dire plus sur leur regard d'économistes sur le projet du nouveau Front Populaire. Comment vous avez décidé la distribution géographique des circonscriptions ?
Convaincre. La géographie ne change pas, même pour les socialistes. Donc en fait, on s'est plié à la carte de France. Non, plus sérieusement, on a fait ce qu'on fait à chaque fois dans une négociation de cette nature. D'abord, on cherche à savoir quel est l'équilibre à trouver en fonction des résultats électoraux de cette élection-ci et des précédentes, et de trouver les bonnes moyennes, puis ensuite de répartir le plus intelligemment possible pour que ce soit à chaque fois ceux qui peuvent l'emporter qui l'emportent. On va écouter Olivier Faure. Est-ce que ça veut dire, cette alliance, que l'antisémitisme est devenu une valeur du Front populaire, du nouveau Front populaire, et que la lutte contre l'antisémitisme est devenue une valeur résiduelle de la gauche et du Parti socialiste? Sur ces combats-là, nous n'avons jamais transigé. Je l'ai rappelé pendant toute la campagne électorale, et ce que Johanna Roland, Boris Vallaud et d'autres ont négocié au cours de ces dernières nuits est la démonstration que rien n'a été omis en cette matière. Vous alliez avec un parti antisémite? Écoutez, ça, on va pas... Non mais si. Est-ce que vous avez réussi à vous mettre d'accord sur un nom en cas de victoire sur un premier ministre? Bon, moi, ce que je souhaite, c'est que nous inaugurions une nouvelle façon de procéder et que nous puissions faire en sorte que les futurs parlementaires de cette grande coalition, une fois majoritaires, puissent faire le choix, après leur première réunion, de choisir celui ou celle qui les représentera et qui les incarnera à Matignon. Et donc, je souhaite que ce soit à l'issue d'un débat démocratique, parce que je crois que si nous voulons avoir une union durable, elle doit être démocratique. Campagne express, oui. Monsieur Faure, à qui on envoie une invitation pour un débat télévisé, par exemple, face à Jordan Bardella et Gabriel Attal? Moi, je pense qu'il faut que nous incarnions cette diversité du Front populaire et qu'il faut que tous les chefs de parti soient présents, ou leurs représentants soient présents dans ces débats. C'est le cas pour notre coalition, c'est le cas pour la coalition qui s'appelle Ensemble, qui est celle du chef de l'État, avec 3 partis. C'est peut-être le cas avec le RN et maintenant les Républicains. Donc il faut que tout ça s'agence et qu'on puisse avoir un débat. Non, pas comme un roulement. Je pense qu'il faut que les Français comprennent ce qu'est une coalition. Et une coalition, ce sont des femmes, des hommes qui ont des singularités, mais qui en même temps ont fait le choix, à un moment donné, parce que l'essentiel était en cause, eh bien d'unir leurs forces pour pouvoir l'emporter. Est-ce que le Front populaire est plus durable que la NUP ? Écoutez, je le souhaite, et pour qu'il le soit, il faut qu'il soit plus démocratique. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, je souhaite que pour la désignation de celui ou celle qui ira à Matignon, ce soit l'ensemble des parlementaires du nouveau Front populaire qui puissent, une fois élus, se retrouver et choisir celui ou celle-là. Au départ, vous aviez dit celui qui a le groupe le plus important. Je dis que le groupe, ça, vous ne savez même pas combien il y a de groupes. Donc en fait, peut-être qu'il y aura un groupe unique. Et donc dans ce groupe unique, peut-être qu'il faudra à ce moment-là choisir. Rien n'a été arrêté. Vous savez bien que dans le moment où nous nous parlons, il y a beaucoup d'improvisation et que nous avons dû répondre à une urgence. Et donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, nous innovions. Nous innovions dans nos pratiques, que nous innovions aussi dans notre capacité à ne pas nous replier sur nous-mêmes et ne pas considérer que c'est l'affaire uniquement des partis politiques. Moi, je souhaite qu'au contraire, la société civile, notamment la société civile organisée, les personnalités du monde intellectuel, économique, eh bien, puissent nous accompagner. Et tout à l'heure, je l'ai dit, si demain il y a un gouvernement du nouveau Front populaire, eh bien, il faut que ce soit un gouvernement où les parcours sont diversifiés pour permettre à des gens qui ont une expertise, une expérience différente de la nôtre, eh bien, de venir l'exprimer dans un gouvernement. Sur les circonscriptions, vous êtes satisfait du rééquilibrage? Et on pense à Paris. On n'a pas encore entendu la maire de Paris sur les circonscriptions. On savait qu'il y avait une forte attente. Il y a toujours des frustrations, oui. On se demandait comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce est-ce que c'est quelque chose se lève, on a l'impression. Est-ce que c'est le cas? Alors, chaîne 27, il va peut-être disparaître. Oui. Je ne sais plus par qui. Bon. Oui, quelque chose s'est levé. Moi, j'ai le sentiment depuis quelques jours que, au départ, ça a été la stupeur, une forme d'effroi qui s'est emparée de nombre de nos concitoyens. Et puis, au fil des jours, des gens qui reprenaient espoir. Et ce matin encore, dans la rue, des gens qui m'interpellent, qui me disent « Tenez bon, on est avec vous, on a besoin de vous, protégez-nous ». J'ai vu
l'autre jour un couple de femmes qui est venu me dire mais nous avons peur. Nous avons peur parce que nous avons une enfant et qu'on ne sait pas ce qu'elle deviendra. On voit les mesures de discrimination qui sont celles que prennent les gouvernements autoritaires, nationaux populistes à travers l'Europe. Et donc nous avons des gens en permanence qui viennent nous dire faites en sorte que la gauche l'emporte. Tout le monde a compris que la droite était disqualifiée. Ciotti est parti avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Sur les circonscriptions, vous êtes satisfait du rééquilibrage et on pense à Paris. On n'a pas encore entendu la maire de Paris sur les circonscriptions. On savait qu'il y avait une forte attente. Il y a toujours des frustrations, oui. On se demandait comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce est-ce que quelque chose se lève, on a l'impression. Est-ce que c'est le cas? Alors, chaîne 27, il a peut-être disparu. Oui. Je ne sais plus par qui. Bon. Oui, quelque chose s'est levé. Moi, j'ai le sentiment depuis quelques jours que, au départ, ça a été la stupeur, une forme d'effroi qui s'est emparée de nombre de nos concitoyens. Et puis, au fil des jours, des gens qui reprenaient espoir. Et ce matin encore, dans la rue, des gens qui m'interpellent, qui me disent tenez bon, on est avec vous, on a besoin de vous, protégez-nous. J'ai vu l'autre jour un couple de femmes qui est venu me dire mais nous avons peur. Nous avons peur parce que nous avons une enfant et qu'on ne sait pas ce qu'elle deviendra. On voit les mesures de discrimination qui sont celles que prennent les gouvernements autoritaires, nationaux populistes à travers l'Europe. Et donc, nous avons des gens en permanence qui viennent nous dire faites en sorte que la gauche l'emporte. Tout le monde a compris que la droite était disqualifiée. Ciotti est parti avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Son camp s'est complètement effondré. Il n'y a plus que la gauche pour faire face à l'extrême droite. Donc oui, il y a un mouvement. Même de gens qui sont peut-être pas forcément des gens qui spontanément seraient venus vers nous, mais qui maintenant savent que l'espoir est avec nous. Et donc oui, le vent se lève. Et M. Faure, amenons sur un leader. Il n'a pas été donné. Il arrivera quand? S'il y en a un qui arrive. Mais pourquoi voulez-vous personnaliser, y compris une élection parlementaire? Moi, je souhaite un front populaire, un front qui d'ailleurs aille au-delà de ce que nous sommes, les partis politiques. Il y a des personnalités qui nous sont extérieures et qui vont venir nous renforcer et qui demain seront dans nos gouvernements, dans notre gouvernement, si nous l'emportons. Et donc, je souhaite que ce soit une décision prise par l'ensemble des parlementaires du nouveau groupe, du nouveau Front populaire, qui prennent la décision au lendemain de l'élection de choisir. Je ne sais pas comment. C'est difficile de faire un choix avant l'élection. Sur quelle base? Donc, nous avons des militants les uns et les autres, mais ce serait assez difficile de dire qui peut voter, qui ne peut pas voter. Faire voter les Français, c'est trop tôt ou trop tard. Donc, la réalité, c'est qu'il faudra ce groupe parlementaire pour nous permettre d'aller jusqu'au bout de la démarche et de voir qui peut nous rassembler, nous fédérer et au-delà, fédérer le pays, parce que c'est de cela dont il s'agit dans un pays aussi fracturé. Nous, M6, on invite qui à notre débat télévisé? Mais je vous l'ai dit, autrefois vous aviez plus d'imagination. En fait, quand vous aviez des campagnes qui réunissaient des partis politiques plus nombreux, vous disiez on invite tous les chefs de parti. Et bien là, invitez donc des représentants de chaque parti politique et vous avez des coalitions qui se font face. Vous avez les Républicains de Ciotti avec Marine Le Pen et peut-être Reconquête et Marion Maréchal. Vous avez ensemble avec les trois partis qui forment la majorité relative et vous avez les 4 formations principales, 5 avec Place Publique qui forment donc le nouveau Front populaire. Monsieur Faure, quels sont les contre-pouvoirs? Voilà, vous voyez que c'est possible. Le point d'orgue, c'est le choix du Premier ministre. Manuel Bompard lui disait c'est le groupe le plus important qui choisira, et alors que Olivier Faure lui explique que finalement ça sera le groupe complet qui décidera. C'est pas tout à fait la même chose. Je pense que c'est une maladie française, et tout cela part d'une élection européenne. Et en Europe, personne ne fonctionne comme cela. Les médias européens ne posent jamais cette question. Ils s'en fichent parce qu'ils savent que normalement, la politique, c'est faire des accords, des compromis, des coalitions, et qu'à l'issue de la coalition, vous pouvez me dire qui va être le président ou la présidente du Parlement européen? Non, vous ne pouvez pas me le dire. Et pourquoi? Parce que c'est en cours de discussion au sein des coalitions. Eh bien, en France, nous avons une maladie qui est qu'en gros, nous pensons qu'un homme ou une femme va venir sauver le monde, la France ou je ne sais quoi d'autre. Jeanne d'Arc, Charles Martel, etc. C'est une maladie française. Il faut bien se le mettre en tête. Et c'est la maladie qui a fait qu'Emmanuel Macron a mis en place tout ce barnum, ce cirque phénoménal. Des désaccords
Et donc vous avez entendu, et il nous parle de singularité. Vous avez entendu jusqu'où vous avez entendu comme moi. Vous avez entendu comme moi. La règle du jeu, au moins cette fois, elle est simple. C'est les seuls qui font un accord politique. C'est les seuls qui font un vrai rassemblement, pas le Rassemblement national. Et c'est les seuls qui mettent ensemble 5 forces politiques plus la société civile. Ouais, mais regardez, c'est les seuls. Emmanuel Bompard dit pas la même chose qu'Olivier Faure déjà. Mais je m'en fiche. Voilà. Franchement, j'en ai absolument rien à faire. Ça vous intéresse vous, les gens dans la rue? Moi, les gens que j'ai dans mes groupes, ça les intéresse absolument pas. Ils sont contre-fiches. Ils savent juste que ce sera pas Jean-Luc Mélenchon. Soit incarné un jour quand même. Mais elle est incarnée. Il y a 10 personnes. Il vous en faut combien pour incarner? Vous voulez toujours qu'une incarnation soit une personne. C'est une maladie que vous avez. Je suis désolé de le dire. Vous, les médias français, et faites attention parce que quelque part, c'est aussi la risée du monde. La France est la risée du monde parce que à chaque fois, vous voulez une personne. Le mouvement social qui est derrière, le mouvement syndical qui est derrière, les jeunes qui vont voter pour éventuellement à ces prochaines élections. Ils s'en fichent de savoir qui est la personne. Vous voulez Jordan Bardella? C'est le moins intelligent de la bande. Jordan Bardella est le moins intelligent de la bande. Gabriel Attal est le plus jeune et le moins expérimenté de la bande. Vous trouvez que ça fait un super succès? C'est génial que la France est vue dans le monde comme un pays extraordinaire. Parce que excusez-moi, il faut incarner c'est une personne. Eh bien là, vous avez une incarnation collective. Et c'est la première fois en France qu'on a enfin une incarnation collective qui correspond à ce que les Français veulent. En tout cas, dans les groupes Cali, c'est ça qu'ils nous disent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je me permets de le dire, c'est que ce qui va se passer là maintenant, c'est simple. C'est qu'en réalité, on voit que le Front populaire et le Front national vont être les deux seules forces en dynamique. Les deux seuls. Et le pari d'Emmanuel Macron est perdu. Complètement. Il a entièrement perdu son pari. Son pari, c'était que la gauche n'arriverait pas à faire ça, et que la droite allait s'effondrer, et que il a perdu les deux paris. Il va quand même rester au centre du jeu à un moment il va rester derrière. Et regardez les informations, il ne va même pas être sur les affiches de campagne. Vous savez pourquoi? Même son camp le déteste. Et tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, Emmanuel Macron, la fameuse incarnation, elle a entraîné la France et la Macronie dans une catastrophe. Et donc Emmanuel Macron ne sera peut-être même pas sur les affiches de campagne. Donc, moi, je vous fiche mon billet que la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est quelle va être l'attitude d'Emmanuel Macron qui nous a mis dans cette panade, quelle va être son attitude et l'attitude de tous les gens du MoDem et de Ensemble et au deuxième tour. Parce qu'en fait, ils ne seront pas au deuxième tour. On va poser la question justement à Bruno Milliem, député MoDem, député sortant qui j'aimerais est toujours la poser dans ces termes. Est-ce que enfin la Macronie sera à la hauteur du moment historique que nous sommes en train de vivre, oui ou non? Est-ce qu'elle prendra ses responsabilités? On va d'abord écouter Fabien Roussel. Public, pour qu'il finance la protection sociale, pour qu'il finance la santé, l'école, pour toutes et pour tous. C'est un changement de logique. Monsieur le maire, il a vidé les caisses de l'État. Tous les ans, c'est au bas mot 50 milliards d'euros de cadeaux qui manquent au budget et qu'il a fait aux plus riches. Eh bien nous allons aller reprendre cet argent. Nous n'allons pas augmenter les impôts des classes moyennes, des classes populaires, des retraités, des salariés. C'est pas eux qui vont payer. Ceux qui vont payer, c'est les 0,1% les plus riches de notre pays qui ont gagné beaucoup d'argent ces dernières années. C'est fini. Cette union est-elle contre nature, comme le dit le président de la République? Il y a à peine 10 jours, on évoquait des gauches irréconciliables. Mais moi, j'ai jamais théorisé l'idée des gauches irréconciliables. J'ai toujours su que si nous arrivions à nous accorder pour un programme de gouvernement, on arriverait enfin à répondre à l'immense attente que les gens ont, de répondre aux questions de salaire, de retraite, de blocage des factures, de baisse des factures d'électricité et d'énergie. C'est ça que nous arrivons à faire. Et c'est énorme. C'est pas une alliance contre nature, c'est un programme de gouvernement quand la République est menacée. Et c'est un programme de gouvernement avec des forces progressistes, écologistes, des syndicats, des associations. Le Front populaire en 36, c'était les congés payés. Eh bien aujourd'hui, le Front populaire, ça sera la hausse des salaires, la hausse des retraites et des services publics efficaces et humains. Le Rassemblement national évoque un péril de la gauche avec cette alliance que répondez-vous? Moi, je ne vais pas être dans les caricatures, les invectives, les grands mots et les gros mots. Ce que je souhaite, c'est que les Français se déterminent en fonction des projets que chacun nous portons. Jordan Bardella va présenter son projet pour la France. Et nous allons présenter le nôtre. Et le nôtre, c'est faire en sorte que les Français puissent vivre de leur travail, que les salaires augmentent, que les prix de l'alimentation baissent, que nos agriculteurs ne soient plus mis en concurrence avec d'autres pays étrangers. Nous voulons faire en sorte que les services publics fonctionnent, nous voulons faire en sorte que les retraités vivent de leur pension. C'est un changement véritable de paradigme.
Jordan Bardella, il va venir présenter son programme. Et puis il dira, est-ce qu'il abroge la retraite à 64 ans? Comment il finance sa hausse des salaires, lui qui dit qu'il va supprimer les cotisations sociales? S'il supprime les cotisations sociales, comment on finance la sécurité sociale, la protection sociale? C'est ça, moi, que je veux que les Français regardent et qu'ils choisissent. Pas de grands mots, pas de gros mots, projet contre projet, ayons ce débat là, dans les semaines qui nous séparent du premier tour. Qui incarnera ce programme? Là, l'équipe que nous sommes, on est une team, on est un collectif. C'est l'équipe de France. Elle va marquer des buts. Chez nous, il y a de tout. Des bons goals, des bons défenseurs, des bons attaquants. C'est tout ça. Voilà. Et donc, on veut incarner cette équipe. On veut gagner. On veut marquer des points. On est chaud patate. Et puis voilà. Il y a aussi un entraîneur. Il y a tout ça. Et donc, on va, au moment de parler, et en fonction de la majorité qui se dessinera à l'Assemblée nationale le 8 juillet, eh bien, on verra qui est le meilleur d'entre nous, et pas seulement le meilleur, mais il faudra réunir une majorité. Fabien Roussel, si, vous allez voir, on va finir par avoir notre réponse. Qu'est-ce qui va changer pour moi le 8 juillet? Qu'est-ce qui va changer pour moi dans mon assiette, dans mon porte-monnaie, dans mon frigo? Voilà, qu'est-ce qui va changer pour moi? Mais c'est ça que je veux pouvoir dire aux Français. Est-ce que sur le programme, vous avez l'impression d'avoir fait beaucoup de concessions pour arriver à un accord avec tout le monde autour de la table? Est-ce que vous êtes fiers de tout ce qu'il y a dedans? J'ai pas l'impression, je parle pas de concessions, moi je parle de pas que chacun nous avons fait l'un vers l'autre pour converger et pour écrire un programme commun. Voilà. Nous conservons nos différences, nous conservons nos spécificités, mais nous prenons un engagement devant les Français, nous passons un serment sur ce que nous allons faire. Et c'est ça qui est important, puisque c'est ça qui nous engage. Et voilà, et c'est tout. Et le reste, il y aura toujours des débats entre nous, on aura toujours des différences, mais ce qui compte, c'est l'engagement que nous prenons devant les Français autour de ces 130 propositions que nous vous avons présentées. Il y a beaucoup de dépenses dans ce programme, comment vous les financez? Vous savez, les gouvernements sous Emmanuel Macron, sous Bruno Le Maire, 7 ans ministre de l'économie quand même celui-là, le ministère de l'économie et des finances sous Bruno Le Maire, c'est au bas mot 50 milliards d'euros en moins pour le budget de l'État, 50 milliards d'euros de cadeaux qu'il a fait aux plus riches. Ils ont creusé le déficit. Ils ont dépouillé le budget de la France parce qu'ils ont d'abord servi les premiers de cordée. C'est ça ce qu'ils ont fait. Eh bien nous, on va changer de paradigme, on va changer de logique. Et ces 50 milliards d'euros de cadeaux qu'ils ont fait tous les ans aux 0,1% les plus riches, c'est fini. C'est fini. Nous allons aller demander une contribution, pas demander, nous allons légiférer pour que le capital, les plus riches, contribuent aux efforts de redressement de la France. Les plus riches vont financer les écoles de nos enfants partout dans toute la France. Ils vont financer des hôpitaux publics partout, pour tous, dans tous les territoires. Ils vont financer la protection sociale, la sécurité sociale par des cotisations. C'est fini les exonérations de cotisations sociales pour Bolloré, Rodolphe Saadé, LVMH. Je dis ça, c'est parce que c'est les patrons de chaîne. Là, tout ce qui est énoncé par soit Monsieur Roussel, soit les autres, ce sont des choses sur lesquelles, alors là c'est le sociologue qui parle, les Français sont très majoritairement d'accord. Très, très majoritairement. On est à plus de 70%. Donc, voilà, je sais que dans les cénacles parisiens, c'est pas forcément des choses qui sont très, très bien acceptées. Certains économistes viendront vous dire que ce n'est pas possible, qu'il faut pas... En fait, les Français sont majoritairement très en accord avec ça. Et ce sont des choses qui ont été mises en œuvre notamment au moment du Front populaire, notamment à la fin de la Première Guerre mondiale. Macron, je ne sais pas vraiment ce qu'il a essayé de faire avec ce coup de poker, mais ce qui est sûr, c'est qu'il l'a perdu. Il s'attendait, je sais pas, à se renforcer, ou peut-être qu'il voulait vraiment l'extrême droite comme Premier ministre. Toujours est-il que la coalition qu'il prétendait faire avec la droite est tombée à l'eau, puisqu'ils ont décidé de collaborer avec l'extrême droite. Il est seul, il va sortir laminé de cette élection, et donc les choses sont claires. Aujourd'hui, c'est l'extrême droite ou le nouveau Front populaire, et nous allons prendre toutes nos responsabilités pour être à la hauteur de l'histoire. On a appris chaque sujet, un par un, avec sérieux, avec détermination, avec des éléments de contexte. Vous savez, nos parlementaires, ils travaillent ensemble à plein de propositions de loi, donc on avait beaucoup de matière. Et puis on a chiffré, on a consulté la société civile. On va d'ailleurs continuer à le faire dans les semaines qui viennent. Moi, par exemple, voilà, je ne suis pas députée. Je suis dans un parti où les chefs de parti sont chefs de parti. Ils ne cumulent pas avec un mandat parlementaire. Et donc, je vais me consacrer dans les semaines à venir à aller rencontrer la société civile pour leur présenter ce programme, pour voir avec eux comment on l'enrichit et pour voir surtout comment on le met en œuvre avec eux. On n'est pas juste là pour être candidat. Les mêmes lignes dans ces partis depuis
2 ans. Donc on le voit, ça a forcément dû être négocié, le point commun. Écoutez, on n'est pas tous dans le même parti. Ça fait des années qu'on fait de la politique dans des partis partenaires mais différents. Et donc chaque parti a ses sensibilités, mais le Front populaire, sur chacun des sujets que vous aurez envie de m'interroger, n'a qu'une seule ligne, c'est la ligne du Front populaire. Et quand nous gouvernerons, nous appliquerons la ligne du Front populaire. Vous avez mis en place un comité pour diriger ce nouveau Front populaire. Comment il va fonctionner? Non, c'est convivial, c'est collégial, ça se passe bien. Comment est-ce qu'on s'organise? Vous avez vu qu'évidemment il y a des instances. Évidemment. Des instances. Je pense que c'est important d'être très clair sur la méthode de travail et de gouvernance, ça vous avez raison. Et je vais vous dire, cette méthode, elle s'est écrite au fur et à mesure des 4 jours que nous venons de passer, des 4 jours et des 4 nuits même, je devrais vous dire. Donc je suis pas du tout inquiète pour ça. Je sais que ça va mécaniquement, de manière fluide, se mettre en place. Les chefs de parti, évidemment, sont chefs de parti, donc c'est leur rôle. Mais vous voyez qu'on a aussi fait appel à des gens d'expérience. Par exemple, Yannick Jadot a participé à toutes les réunions sur le programme. Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon, était là aussi pour travailler sur le travail électoral. Cyrielle Châtelain, présidente du groupe, a participé aussi à toute la discussion. Nous sommes en équipe chez les écologistes comme dans les autres partis. Il n'y a pas un mot sur l'avenir des centrales nucléaires dans le programme? Eh bien, vous le constatez. C'est vrai. Et du coup, je ne vais pas vous en dire un mot. Mais vous savez ce que je pense et ça ne changera pas. C'est des centaines de milliards d'euros d'investissements qui sont sur la table. Il faut peut-être savoir ce qu'on fait quand on sera au pouvoir. Alors, vous me regardez... Sur le nucléaire? Oui. Je peux vous dire, pour avoir négocié, on s'est mis d'accord. Vous savez, c'est un programme sur 5 ans. Sur 5 ans, de toute façon, on ne construit pas une centrale nucléaire. Donc on s'est mis un programme pour investir sur les logements. Les Françaises et les Français par millions vont étouffer cet été et vont avoir froid l'hiver prochain. Donc la priorité, c'est les logements, le déploiement des énergies renouvelables. Et puis, nous aurons un débat autour d'une grande loi de transition énergétique. Et là, on continuera à avancer. Mais comme Marine l'a dit, dans les démocraties normales, les partis qui font une coalition mettent 2 mois pour rédiger un programme. Nous, on l'a fait en 4 jours. C'est exceptionnel. Et 4 nuits. Et 4 nuits. Dans notre local, avec des pizzas. Tout le monde l'a vu. Est-ce que le moratoire, il inclut la 69, du coup? Et évidemment que ce moratoire, comme il concerne toutes les autoroutes, concerne la 69. Et vous savez, nous, on a voulu humilier personne. Le but, c'est pas de pointer un projet en disant celui-là, on en fait un exemple, on donne tout là-dessus. On se bat contre la 69 parce qu'on se bat contre les grands projets autoroutiers qui sont inutiles. Et donc, on a obtenu, en fait, bien plus qu'un moratoire sur la 69. On a obtenu un moratoire sur tous les grands projets autoroutiers. Mais en l'occurrence, celui-là, il divisait un petit peu la gauche. Et il s'arrêtera. Et il s'arrêtera. C'était un engagement qu'a pris le Parti socialiste, qui a eu la responsabilité, comme nous toutes et tous autour de la table, de voir dans quel sens allait l'histoire, à quel moment nous étions et quelles décisions il fallait prendre. Et je les en remercie, parce que je sais que c'était pas évident. Oui, mais vous savez, il y avait une proposition de loi sur les méga-bassines à l'Assemblée nationale que tous les partis de gauche avaient voté. Tous les partis de gauche et écologistes, nous évidemment, c'était pas étonnant qu'on la vote. Et donc, ce travail de convergence, en fait, est fait aussi à l'Assemblée nationale chaque jour, à chaque séance. Ça nous a beaucoup facilité la tâche. Sur quel accord de principe vous êtes mis d'accord pour candidater au poste de Premier ministre? Comment est-ce que ça va se passer en cas de victoire de la gauche? Ce sur quoi on s'est mis d'accord, c'est que nous étions une équipe. Une équipe inébranlable, inaltérable et très déterminée à faire campagne, à gagner et à gouverner. C'est ça qui comptera le plus. On va écouter Marine Tondelier, bien sûr. Il faut faire 2 fois plus d'efforts. Et moi, je n'accepte pas que des femmes doivent faire des heures et des heures de pirogue pour accoucher, que des enfants doivent passer des week-ends seuls dans les rues parce que l'internat ferme et qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux. C'est ce que j'ai vu en Guyane. Et ça, nous y travaillerons. Et ainsi qu'à toutes les injustices que j'ai pu constater en Outre-mer, parce que l'État a une dette, en fait, envers ces territoires et qu'à un moment, il va falloir la payer. Allons écouter Aurore Lalucq, coprésidente de Place Publique, députée européenne PS. Madame Lalucq, on connaît votre rigueur en matière d'économie. On voit que dans les mesures d'urgence, il y a beaucoup de dépenses. Comment on finance tout ça? En augmentant la fiscalité. On l'a toujours dit, le Fonds monétaire international le dit, le Financial Times le dit, bref, pas des officines gauchistes, disent qu'aujourd'hui, on a besoin de rétablir une fiscalité, notamment sur les plus hauts patrimoines. Je ne parle pas de monsieur et madame tout le monde qui vont hériter d'une maison, je parle des milliardaires, je parle des multimillionnaires, les centimillionnaires même, qui aujourd'hui sont moins taxés que les classes moyennes. C'est problématique. Donc ça, typiquement, ça fait partie des mesures de financement du programme. Voilà. Vous avez été la négociatrice pour Place Publique. Est-ce que ça a été compliqué sur des mesures de programme? On sait que Raphaël Glucksmann, il avait mis ses lignes rouges. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait des mesures qui ressortent? Écoutez, j'ai travaillé déjà avec Jérôme, au standard que je voudrais saluer ici. Je voudrais dire aussi que Boris Vallaud a été extrêmement aidant. Oui, je pense que sur la question ukrainienne, dire que l'Ukraine, en fait, doit retrouver ses frontières,
dire que Vladimir Poutine doit être mis en échec, dire qu'on doit livrer des armes autant que nécessaire, qui a toujours été notre ligne. Oui, ça, je crois qu'on peut en être effectivement satisfait. Après, sur la question européenne aussi, il y a eu énormément de pas qui ont été faits, l'attachement, la construction européenne, le fait d'avoir une fiscalité, un plan de réindustrialisation au niveau européen. On voit que les lignes ont bougé et qu'il y avait, durant toutes ces négociations, un grand sens des responsabilités de part et d'autre. On vient de lignes différentes, on ne l'a jamais caché, tout le monde le sait. On ne va pas se cacher derrière notre petit toit, mais oui, tout le monde a fait, je crois, des pas. Comment interpréter l'absence de Raphaël Glucksmann ce matin ici? Alors, je suis coprésidente de Place Publique, donc vous pourriez être tous les deux. Oui, mais c'est moi qui ai mené la négociation et Raphaël Glucksmann est assez féministe, je pense, et je le suis aussi. Il était ce matin sur France Inter, je pense qu'il a été très clair et moi j'étais là en tant que négociatrice qui est passée du temps avec Fabien Roussel, avec Boris Vallaud, avec Johanna Roland qui était là aussi enfermée dans une pièce à négocier. C'était logique en fait que je sois là. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes avec Yann Brossat, sénateur communiste de Paris. 4 jours, 4 nuits de négociations, un programme d'à peu près 150 mesures. Est-ce que vous êtes satisfait de tout ce qu'il y a dedans ou est-ce qu'il y a des regrets ? Très satisfait parce que je pense que c'est un programme bien sûr qui nous rassemble. C'est déjà un objectif qui est atteint, mais c'est surtout un programme qui est à même de changer la vie quotidienne des gens, notamment en termes de pouvoir d'achat, de rémunération du travail, l'indexation des salaires sur les prix, faire en sorte qu'on n'ait plus des salaires qui soient dévorés par le niveau de l'inflation. C'est une mesure très concrète et nous nous engageons à la mettre en œuvre dès les premières semaines de notre futur gouvernement. Et le financement, c'est on taxe les plus riches ? Oui, bien sûr, partage des richesses. Vous savez que depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, le patrimoine des plus riches est passé de 500 milliards d'euros à 1000 milliards d'euros. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces gens-là ont besoin d'être mis à contribution. Nous l'assumons et je pense que beaucoup de Français sont d'accord avec ça. À quoi elle va ressembler cette campagne ? Qui pour incarner ce Front populaire ? Vous allez me répondre, c'est le collectif, mais il faut quand même bien envoyer quelqu'un pour les débats, pour des meetings. Qui pour le faire ? En tout cas, je crois qu'on fait la démonstration qu'on a largement de quoi avoir plusieurs premiers ministres et plusieurs gouvernements. Oui, mais il n'y a qu'une place à Matignon. C'est vrai, mais il peut y avoir plusieurs personnes qui se succèdent au cours d'un quinquennat. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que nous avons de quoi faire et je pense qu'on a besoin de sortir d'une forme de personnalisation outrancière de la vie politique. On a ça en ce moment avec Emmanuel Macron. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'y a pas gagné. Je pense qu'on a besoin d'une incarnation plurielle et c'est ce que nous sommes en train de construire. Merci beaucoup. Merci. L'exploit qui vient d'être réalisé, et je dois vous dire, ce matin je vous parle avec un peu d'émotion parce que en effet, personne n'aurait pensé cette suite des événements au soir des élections européennes, à la fois la dissolution, mais qu'on aurait été capable en effet en 4 jours de s'entendre sur à la fois un découpage des 577 circonscriptions. Nous aurons un candidat commun dans chacune des circonscriptions de France, mais aussi un programme commun de plus de 150 mesures qui va traiter à la fois les urgences immédiates, mais aussi un projet de moyen et de long terme. Donc, en 4 jours, on a réussi à faire tout ça, et c'est la démonstration que c'est l'histoire qui est en train d'écrite. L'histoire avec un grand H. Emmanuel Macron a voulu nous diviser. En réalité, il nous a rassemblés, et aujourd'hui, nous sommes prêts à aller gagner pour changer la vie de millions de gens. Tous ces gens qui sont venus nous voir dans la rue et qui nous ont dit lâchez pas, il faut se battre, il faut y arriver. J'ai envie de leur dire ça y est, on l'a fait et on y va pour aller gagner, pour bloquer les prix des produits de première nécessité, pour abroger la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage, pour augmenter les salaires. C'est avec ces objectifs qu'on va aller gagner, se mobiliser le 30 juin et le 7 juillet prochain. La stratégie, elle est claire maintenant, c'est vous ou l'extrême droite ? Exactement. Vous avez face à nous un bloc réactionnaire et en face de lui, il y a notre bloc qui est le bloc populaire. C'est front réactionnaire contre front populaire, front contre front. On a face à nous une extrême droite qui est sexiste, qui saccage les droits des femmes. Jordan Bardella, je l'ai vu face à moi au Parlement européen, il vote contre le droit à l'avortement. Jordan Bardella qui est climato-sceptique, Jordan Bardella qui fait des descendants d'exilés de la chair à canon électorale avec un projet purement et simplement raciste, mais qui aussi sur les
les questions économiques et sociales. Pardon, mais n'est guère que le Emmanuel Macron de rechange qui, en réalité, vote aux côtés des macronistes contre l'augmentation du salaire minimum ou contre un meilleur partage des richesses. Merci à vous. Benoît Payan, maire de Marseille aussi. Ouais, ok, on est bon. Oui. Monsieur Payan, une photo de famille qu'on n'avait pas vue depuis au moins 2 ans avec cette NUPES, toutes les composantes de la gauche réunies. Vous ressentez quoi ce matin? Ça y est, le Front Populaire est vraiment là et ça va pas capoter comme la NUPES? D'abord, je crois que ça n'a absolument rien à voir avec la NUPES. Pour la NUPES, vous savez, je me tenais assez éloigné. Pourtant, je suis un unioniste. Et je considère que dans les moments importants pour le pays, et il n'y en a pas beaucoup par siècle des moments importants par le pays, dans des moments où on se retrouve face à l'histoire, et à partir du moment où des lignes rouges qu'on a posées sur la République, sur la qualification du Hamas, sur l'antisémitisme, à partir du moment où la question de l'Ukraine, de la lutte contre les dictatures a été posée, à partir du moment où on a mis ensemble ce qui étaient nos convictions, on n'avait pas d'autre choix que de s'unir, parce que dans quelques jours, si nous n'avions pas fait ça, on avait l'assurance de l'entrée du Rassemblement national à Matignon, on avait l'assurance que le pays bascule dans le côté le plus obscur de l'histoire, de voir ce pays qui est un grand pays se refermer, de voir ce pays qui est un grand pays se refermer en Europe et dans le monde, de voir les Françaises et les Français les plus fragiles souffrir du sort que ces gens-là vont leur faire parce que le Rassemblement national a menti et ment aux Françaises et aux Français. Qu'est-ce qu'on avait à faire, nous, si c'était l'Union? Quelle était notre autre alternative? Plus personne n'est en capacité de résister au Rassemblement national. Ce qu'on crée, c'est un élan populaire sur des bases qui sont claires, sans aucune compromission sur le fond, parce que je n'aurais jamais accepté qu'il y ait la moindre compromission sur mes valeurs républicaines, sur ma lutte contre l'antisémitisme, sur ma lutte contre le racisme, sur la qualification du Hamas, qui est une organisation terroriste, qui poursuit un projet théocratique, sur le fait que Poutine soit un dictateur. Nous voulions que ce soit écrit noir sur blanc, ça l'a été. Et puis il y a aussi toutes les mesures impopulaires, antisociales, le pouvoir d'achat qui vont être mises sur la table. On ne peut plus vivre correctement et décemment dans ce pays. Vous pensez que le Rassemblement national va changer les choses? Qui peut imaginer que le Rassemblement national est devenu en quelques semaines ou en quelques mois une organisation politique qui se préoccupe des plus faibles, qui se préoccupe des autres? Qui peut imaginer que la France va tenir sur les marchés financiers face à l'Europe, face à la concurrence avec le Rassemblement national? C'est une lubie, c'est jouer avec le feu. Donc oui, il faut rendre du pouvoir d'achat. Il faut abroger ce que le Premier ministre veut faire au 1er juillet, c'est-à-dire la réforme de l'assurance chômage, parce que ça met dans la difficulté nos plus anciens. Qu'est-ce qui va se passer pour quelqu'un qui perd son travail à 55 ans avec ce que veut faire ce gouvernement? Qu'est-ce qui va se passer pour quelqu'un qui a 25 ans et qui perd son emploi? Qu'est-ce qui va se passer? On lui dit on ne te protège plus? Qu'est-ce qui va se passer avec la question des retraites? Donc oui, on va abroger tout ça pour changer enfin ce que nous devons changer, c'est-à-dire ce qui est injuste dans ce pays. Marine Tondelier nous a rejoint sur le plateau du Déj Info. On a regardé ici cette conférence de presse et on s'est demandé pourquoi ce serait différent de la NUPES cette fois-ci. Bah déjà, excusez-moi, mais quand j'arrive et que je vois cette photo, je suis très émue parce que je la découvre. On vient de l'apprendre. Ça semblait impensable il y a encore quelques jours. Et en fait, je suis hyper émue parce que ça fait plus d'1 an que je raconte que nous allons faire les européennes séparées mais pas opposées, que je passe beaucoup de temps à discuter avec les uns et les autres, évidemment à l'ombre, c'était la campagne des européennes, mais mon travail de chef de parti était de maintenir des relations avec chacune et chacun de nos partenaires politiques, même parfois des partenaires qui avaient du mal à se parler entre eux, mais voilà, c'est peut-être mon tempérament aussi. Donc là, cette fois-ci, ça va durer. Et si vous voulez, j'étais tellement fière de voir que 24 heures après cette annonce folle d'Emmanuel Macron de dissolution, on était tous réunis dans le local des Verts, avec Fabien Roussel, avec Olivier Faure, avec Manuel Bompard, pour 4 jours, et je dois le dire aussi 4 nuits, de travail avec une grande détermination, un grand sens de la responsabilité. Je pense que nous sommes à un moment inédit et que nous avons été à la hauteur de l'histoire, et ce qu'il nous faut maintenant, c'est mener campagne avec la même détermination que celle qui a animé cette construction d'unité, parce que ce qu'il faut, c'est gagner. C'est gagner et c'est changer la vie des gens. Vraiment. Mais alors justement, vous l'avez dit, il fallait aller vite parce que cette campagne, elle est très courte. Est-ce que vous vous êtes pas dit, mais oui, vous êtes allé très vite. Il y a des partis qui mettent 2 ans pour faire ce qu'on a fait en 4 nuits. Mais justement, est-ce que vous vous êtes pas dit, bon, alors sur quoi on est d'accord, ok, alors là-dessus, ok, ce sur quoi on n'est pas d'accord, on verra plus tard. Ah non.
Sinon, ça aurait pas pris. Là, ça y est, vous êtes d'accord sur tout. C'est intéressant parce que là, vous trouvez qu'on a même pas pris assez de temps, mais pendant plusieurs jours, on disait alors c'est pas encore fini. Alors, au bout de 3 heures, quand on était dans le local, c'était alors c'est pas encore fini. Bah non, en fait, parce qu'on a travaillé sérieusement. C'est-à-dire qu'on n'a rien mis sous le tapis, qu'on a tout traité méthodiquement, les accords, les désaccords, les sujets sur lesquels on n'a pas toujours été historiquement alignés. Et je vais vous dire, les communistes vont rester communistes, les insoumis vont rester insoumis, les écologistes, je m'engage personnellement, vous me connaissez, vont rester écologistes, et les socialistes vont rester socialistes. Mais nous nous sommes mis d'accord sur quelle était la ligne du Front populaire, avec calme, avec sérieux, avec détermination, avec crédibilité. Et je sais, parce que j'ai vu comment nous avons travaillé pendant 4 jours et quelle était l'attitude des uns et des autres, que nous allons nous y tenir. Donc la ligne du Front populaire est claire sur tous les sujets. Mais je parle à l'écologiste que vous êtes. Le nucléaire, par exemple, trop clivant, on laisse de côté. Puisque vous me parlez en tant qu'écologiste, je vais vous répondre en tant qu'écologiste. La première chose, c'est que j'ai beaucoup de messages depuis hier d'écologistes qui se battent parfois depuis plus de 40 ans. C'est pas mon cas parce que j'étais pas née, mais qui se battent depuis 40, 50 ans sur des sujets qu'ils voient aboutir là dans ce programme. Quand ils lisent dans le programme que l'on va mettre fin aux grands projets autoroutiers inutiles parce que évidemment que les Français ont besoin de routes et de voitures, mais on a le record d'Europe de kilomètres de route. Sachez que par Français, il y a plus de mètres carrés de route par habitant que de surface dans nos logements. On a 120 mètres carrés de route par habitant, c'est le plus haut taux d'Europe. Donc on n'a pas besoin de plus d'autoroutes. C'est pas vrai. On a besoin de plus de routes, de les entretenir mieux, qu'elles soient accessibles à tout le monde, mais pas plus de routes. La question, et quand je vois, quand je vois qu'on se met tous d'accord, excusez-moi, c'est quand même émouvant. Qu'on se met tous d'accord pour faire un moratoire sur les grands projets autoroutiers, pas juste la 69, tous. Et que c'est signé par tout le monde et pas, j'ai mis personne au dos du mur. Tout le monde était d'accord. Et ben, je peux vous dire, pour plein d'écologistes, c'est hyper émouvant. Pour les méga-bassines, le moratoire sur les méga-bassines, le retour du plan éco-phyto appliqué fermement, pas contre les agriculteurs qu'on va aider, mais pour nos santé. Donc ça, c'est super. Sur le nucléaire, les écologistes vont rester écologistes. Les communistes vont rester communistes. Et les socialistes vont rester socialistes. Sauf que, on s'est mis d'accord sur un programme de gouvernement pour 100 jours. On ouvre. Et après, on ne ferme. Laissez-moi terminer. Vous êtes très stressé par le sujet, mais moi, vous voyez, je suis très calme. Je sais où je vais. On ouvre et on ne ferme pas de centrale nucléaire, ni en 100 jours, ni en 2 ans. Donc, ce sujet, on le laisse sous le tapis. Ni en 100 jours, ni en 2 ans. Les communistes sont d'accord avec ça. Oui. D'accord. Parce que l'argent qu'on ne va pas mettre dans ces EPR, qui sont une faillite financière, un fiasco, ça coûte hyper cher, et cet argent, il peut être mis ailleurs. Cet argent, on va le mettre ailleurs. Parce que quand on construit des éoliennes, c'est moins cher et que c'est plus rapide. Et donc, c'est meilleur pour les finances publiques, c'est meilleur pour résoudre plus vite la crise énergétique, et c'est meilleur pour résoudre plus vite notre crise climatique et remplir plus vite les accords de Paris. C'est ça qu'on va faire. Donc la vision du nouveau Front populaire à 100 jours. C'est aussi, parce qu'on va les citer, beaucoup de mesures économiques. L'augmentation du SMIC à 1 600 € net, le rétablissement économique et social de l'ISF, l'indexation des salaires sur l'inflation. Écoutez ce que disait Gabriel Attal sur les mesures économiques. On voit bien qu'un programme comme celui-ci, ça se compte en centaines de milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Et je pense que les Français, ils savent que quand vous avez ces propositions qui sont faites pendant des campagnes, bien souvent, il y a le petit astérisque en bas de page qu'on voit pas toujours, qui est pas toujours présent sur la page, augmentation d'impôts. Voilà. Moi, je pense qu'un programme comme celui-ci, ça serait une très 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 mauvaise nouvelle pour la France qui travaille, qui verrait à nouveau ses impôts augmenter parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le financer. Et je le dis, pour le programme du Rassemblement national, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que vous lui répondez? Franchement, je vais pas prendre de leçons de morale de Monsieur Attal sur la France qui travaille, parce qu'on a travaillé bien plus pour lui en 4 jours pour la justice dans ce pays que lui depuis qu'il fait de la politique. Mais comment vous Parce qu'il faut qu'il assume son bilan. Il y a 9 millions de pauvres dans ce pays. Il y en a plus chaque jour et ils sont de plus en plus pauvres. Il faut qu'il assume son bilan. Parce que il y a aussi des millionnaires en France et c'est tant mieux pour eux. Il y en a 828 000. Il n'y en a jamais eu autant. Et ils sont individuellement de plus en plus riches. Ce gouvernement, c'est le gouvernement du Robin des Bois à l'envers. Ils ont pris beaucoup aux pauvres. 5 € de moins par appel par mois, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, les prix de l'énergie qui ont augmenté sans les en protéger. Et par contre, il y en a qui n'ont jamais pris, c'était les plus riches. Sur les super profits, ils ont toujours refusé de taxer, alors que c'est même pas des gens qui gagnent de l'argent pour leur mérite ou pour leur travail, mais parce qu'il y a des crises en Ukraine, de l'énergie, la crise sanitaire, et qu'ils en profitent. Ils ont refusé de taxer les dividendes. Combien ça coûte ce programme? Je l'ai lu avec attention, on le regardait avec Pierre.
Combien ça coûte? Mais comment vous le financez? financez? Ce travail a été mené. Non mais écoutez, on va se parler sérieusement. Bah oui, on va devoir gouverner ce pays. On a fait en 4 jours ce que les Français font en 2 ans, mais on n'a pas tout découvert. Ces mesures, elles sont issues parfois de propositions de loi que nos députés ensemble ont déjà portées et même parfois fait adopter envers et contre tous. Et donc, ce chiffrage, on n'avait pas chiffré votre programme. Si, nous l'avons chiffré, mais nous n'allons pas vous sortir. Nous nous sommes mis d'accord hier soir. Nos équipes, que je remercie, mais du fond du cœur, parce que je sais qu'ils y ont passé la nuit, ont mis en forme, en page ce document pour qu'il soit prêt ce matin. Mais ça contient pas tout ce qu'on s'est dit. Ça contient pas tout ce qu'on va faire. Ça contient pas les années de travail qu'on a de chiffrage de chaque mesure qui avait été proposée. Et dans les semaines qui viennent, votre programme tout va bien se passer. Non, mais dis pas ça, ça va porter malchance à d'autres personnes. Oui, mais moi, on me dira pas que je suis sexiste. Ouais, bon. Ça peut être un sexisme à l'envers. Ça peut. Ouh là là, attention, n'allons pas sur ce domaine. Non, mais écoutez, les choses sont très simples. C'est un programme qui n'est pas chiffré. Je n'ai pas dit ça, c'est vous qui le dites et vous avez l'air d'avoir très envie de se le... moi, je m'intéresse. Non, mais je vous le dis parce que je vois depuis plusieurs jours ce qui se passe. Mon conjoint, qui est évidemment qui a vu que j'étais pas à la maison et qui savait pourquoi je restais là, était dans sa télé. Il me disait, il y a beaucoup de sommes quand même sur les plateaux télé en ce moment. Quand on a réussi, il y avait un truc comme ça, genre personne s'y attendait. Et donc laissez-nous. On l'a dit avant que vous veniez. Laissez-nous. Mais moi, en fait, ça fait un an que je le dis. En plus, et tout le monde rigole en disant ouais, d'accord. On vous croyait pas, c'est vrai. Et chaque jour, on va vous surprendre. En bien. Vous allez voir. Et donc, sur le financement, les choses sont très simples. Alors. Moi, ça m'intéresse de savoir comment on finance et surtout comment on met en œuvre. C'est pas juste des tableaux avec des chiffres qui m'intéressent, c'est comment on fait concrètement. Il se trouve que dans mon parti politique, on ne cumule pas les fonctions de chef de parti et de parlementaire. Donc je ne serai pas candidate titulaire à des législatives, ni chez moi à Hénin-Beaumont, j'ai proposé d'être suppléante, ni ailleurs, parce que ma vocation en tant que chef de parti écologiste est de rester chef de parti écologiste à mon poste. Et donc pendant 3 semaines, outre que je vais aller aider beaucoup de copains sur les territoires, de copains écologistes, insoumis, communistes et socialistes, je vais pas être comme d'autres collègues hyper occupés tout le temps, voilà, à faire campagne pour ma circo et pour ma réélection. Et donc, moi, je vais aller voir les grands patrons. Je vais aller voir les associations, je vais aller voir les syndicats, la société civile, pour travailler avec eux la mise en œuvre concrète de ça. Mais c'est des mesures d'ailleurs qu'ils nous avaient envoyées. Vous allez voir que la société civile va publier dans les jours qui viennent des choses auxquelles nous travaillons ensemble depuis longtemps. C'est inspiré de ce qu'ils disent, c'est inspiré des experts du monde du travail, de l'environnement, des associations qui s'occupent du social. Donc pour le moment, on a travaillé avec eux. Et c'est les gens qui connaissent le mieux le domaine. Bien plus que nous tous réunis sur ce plateau. Pour le moment, vous n'avez pas de chiffres précis à me donner. Alors on va. Non mais j'aimerais qu'on avance. Les recettes et dépenses. J'aimerais qu'on avance j'aimerais qu'on avance parce qu'il y a un autre sujet qui intéresse les électeurs. Juste un truc sur le chiffrage parce que. On a toujours, quand on est écologiste de gauche, beaucoup plus de leçons de morale que les autres. La dette, elle a jamais été aussi importante dans ce pays, c'est pas de notre faute. Les injustices aussi. Alors, tant qu'on fasse de la dette, autant qu'on la fasse pour réparer les injustices sociales et la crise climatique, parce que même Jean Pisani-Ferry, vous savez, quand on parlait de l'ISF climatique, avec Greenpeace, avec les écologistes, tout le monde se moquait de nous. Vous dites faisons tout de le la monde dette. se moquait de nous. Tout le monde se moquait de nous en disant c'est pas possible. Jusqu'à ce que Jean Pisani-Ferry, auteur du programme de 2017 d'Emmanuel Macron et grand économiste, pas écologiste et pas de gauche, disent c'est ça qu'il faut faire. Quand on dit il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette, et quand on s'endette pour le climat, c'est de la bonne dette parce que chaque euro qu'on dépense pas pour l'inaction, pour l'action climatique, on va le payer peut-être pas au centuple mais beaucoup plus cher. Quand on dit ça, on dit ah mais ça c'est encore les écolos, ils veulent tout dépenser. Mais même Jean Pisani-Ferry le dit aujourd'hui. Donc moi je n'accepterai pas d'avoir des leçons tout le temps de morale par principe, comme on est écologiste de gauche, on dit n'importe quoi sur l'économie, c'est pas vrai. On dit des choses vraies et d'autres qui soi-disant sont des experts banquiers, je sais pas quoi, font n'importe quoi. On ne vous dit pas ça. Non, mais vous êtes vigilants et vous avez le droit. Les Français qui vont voter pour vous veulent savoir. Ne savent pas combien les Français votre veulent programme. Savoir. Ben oui, mais on peut pas tout. Enfin, excusez-moi, c'est pas sérieux de faire non plus. J'allais pas vous donner un chiffre n'importe quoi que j'aurais mis sur l'iPhone. Donc pour le moment, vous n'avez pas encore de. Ne vous inquiétez pas pour ça et inquiétez-vous plutôt des autres soi-disant sérieux qui sont sérieux jusqu'au jour où ils font leurs mesures et que ça marche pas. J'aimerais vous poser une autre question qui intéresse les électeurs. Pourquoi pas avoir proposé de nom de Premier ministre aujourd'hui, de Premier ministre potentiel si vous arrivez en tête? Eh ben parce que regardez cette photo. Du coup, vous avez du mal à choisir. On a presque l'impression qu'ils sont déjà à l'hôtel de Matignon. En fait, la photo est assez, on a l'impression qu'ils ont déjà le pouvoir. Non, mais c'est intéressant parce que je trouve que cette photo montre vraiment qu'on est prêt à gouverner ensemble. Et je vais vous dire, mais il faudra bien choisir quelqu'un. On est de gauche et on est écologiste. Donc, ce qui compte avant tout, c'est l'équipe et c'est le collectif. Je le dis avec, voilà, je le dis très sincèrement et très naturellement. Moi, ça ne m'intéresse pas vraiment, en fait, de savoir lequel d'entre nous sera le chef d'orchestre. Mais des gens que je vois ici,
Beaucoup de gens sont capables Alors de le faire. Vous, ça ne vous intéresse pas, mais je pense que les électeurs, eux, ça les intéresse. Oui, mais je pense par exemple aux électeurs du Parti socialiste. Oui, mais vous savez, ce qui intéresse les électeurs, c'est de savoir qui sera l'équipe en place. Parce que nous, en fait, on n'est pas pour la personnalisation de la politique. Mais en fait, c'est pas une élection présidentielle. Il va y avoir des débats télévisés qui vont être les Nous sommes en train d'en discuter, vous verrez, et tout ça va se passer très sereinement. Mais il va y avoir une personne ou plusieurs personnes. Vous avez l'air beaucoup plus inquiet que nous, en fait. Oui, non, en fait. Et ne vous inquiétez pas, tout va bien. Moi, je suis inquiète pour les électeurs qui ont un choix à faire dans 15 jours. Alors, vous pouvez être inquiet pour les électeurs parce qu'ils peuvent peut-être, à la fin du mois, enfin, disons le 7 juillet, vivre dans un pays gouverné par l'extrême droite. Donc vous pouvez être très inquiet par les électeurs. C'est ça qui les inquiète. J'ai entendu des élus de gauche dire on verra les résultats et le parti qui aura le plus de députés pourra donner un nom de Premier ministre. On travaillera ensemble, mais je pense qu'on fera exactement comme on a fait depuis 4 jours. C'est que on prendra les décisions ensemble et on prendra les meilleures à chaque fois parce qu'on le fera ensemble et avec méthode. Et que ça, moi, il y a une chose que je ferai jamais. Je viendrai pas sur un plateau télé dire tiens, j'ai une idée de Premier ministre, je la donne. Je suis pas présidente de la République. C'est le président de la République qui choisit le Premier ministre. Et c'est comme ça que ça marche. Vous cherchez quoi comme genre de profil? Qui aurait le profil? Eh ben, de ce que j'ai vu depuis 4 jours. Beaucoup de monde. Vous? Parce que le sujet, mais c'est pas moi le sujet. Je viens de vous dire que le sujet c'était pas les personnes. Ce qui compte c'est l'équipe. C'est que chacun soit à sa place. C'est ce collectif conforme. C'est la manière et la méthode qu'on appliquera pour que ce soit toujours comme ça. Unitaire, collégial, consensuel. Et c'est ce qu'on a fait depuis 4 jours et c'est ce qu'on va continuer à faire. À partir du moment où ces conditions-là sont remplies, en fait, le Premier ministre, c'est le chef d'orchestre, c'est l'incarnation, mais la ligne est fixée, la méthode est fixée, et quelque part, ça peut être l'un ou l'autre. Ce sera la même politique qui sera menée. J'ai entendu le patron du PS et Raphaël Glucksmann dire on verra comme vous, on verra plus tard. En revanche, c'est sûr, ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon dit lui-même je ne vais pas me l'éliminer, mais je ne vais pas m'imposer non plus. Ben vous voyez, vous voyez qu'ils sont déjà d'accord. Est-ce que vous dites Ils disent ce sera pas Jean-Luc Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon dit je vais pas m'imposer. C'est déjà un point d'accord. Ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon. Mais moi je ne fais d'oucas sur personne. D'accord. Et je vous ai donné la méthode pour faire. Mais je vous indique que les socialistes ont dit qu'ils voulaient pas que ce soit Jean-Luc Mélenchon. Oui. Je pense pas qu'il fallait le dire comme ça. Mais Jean-Luc Mélenchon dit lui-même je vais pas m'imposer. Tout ça est en train de converger, comme sur tous les points programmatiques, comme sur l'accord électoral. Donc je ne serai pas lui. Bah c'est vous qui le dites, on verra. Bah j'écoutais ce que vous dites. Mais il y a beaucoup de possibilités, encore une fois, et j'en vois beaucoup sur cette photo de très crédible. Une femme, vous dites? Moi j'adore quand il y a des femmes partout, donc ça me demandez pas. J'avais déjà proposé que la candidate unique de la gauche pour 2027 soit une femme. Donc vous dites il faut qu'on propose une femme. Je pense qu'il faut plus de femmes en politique de manière générale. Sur les questions de programme, l'écart aujourd'hui avec le Rassemblement national est très très grand. Vous les connaissez bien, les élus du Rassemblement national, parce que vous venez d'Hénin-Beaumont. Comment réduire cet écart en 15 jours? Par un front populaire qui va dépasser très largement les 4 partis et avec tous nos partenaires que nous représentons sur cette photo. Faire front populaire, ça veut dire faire une alliance avec toute la société civile, avec toutes celles et ceux qui le souhaiteront, avec toutes celles et ceux qui ont manifesté contre la réforme des retraites, avec les entrepreneurs, avec les agriculteurs, avec tout le monde. Et donc, je pense que là, nous sommes au 4e jour de campagne. Vous voyez, en fait, le Rassemblement national, ils étaient hauts aux européennes. Je vais pas le nier, je m'y attendais. Ils étaient hauts, mais ils étaient au maximum. Ils avaient tout donné. Ils en avaient plus sous la pédale. Et là, depuis 4 jours, j'ai pas trop eu le temps de m'intéresser à eux. Mais je vois rien de nouveau. Nous, on a enclenché un truc inédit, auquel même vous ne croyez pas. Et donc, pendant les semaines qui viennent, ça va être comme ça tout le temps un peu plus. Et cette campagne, je pense, chaque jour, va montrer un nouveau signe que nous sommes prêts. Et je pense que quelque chose va s'enclencher dans le pays. Je peux vous dire, j'ai jamais reçu autant de messages de gens qui disent, mais je suis émue aux larmes de ce que vous avez fait. Merci pour mes enfants, merci pour nous. On avait peur, on commence à être rassurés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rallumer la flamme. Pas celle du Rassemblement national, celle-là, on va l'éteindre. Mais celle auxquelles ont droit les électeurs de gauche et écologistes de ce pays. On va leur changer la vie, vraiment. Merci Marine Tondelier d'être venue sur le plateau du Déj Info.